À l'E3 2015, Shigeru Miyamoto raconte qu'un musicien s'est présenté au stand Nintendo et a demandé un entretien urgent avec lui. Cet homme avait perdu sa mère quelques années auparavant, et il voulait développer un jeu racontant l'ascension de cette dame au paradis. Seulement lui, il était que musicien, il pouvait pas développer tout seul un jeu qui soit à la hauteur de ce sujet-là. Alors, naturellement, il s'est tourné vers le seul créateur qui soit digne de cette mission. Le créateur dont les jeux avaient inspiré ses toutes premières compositions d'artistes. Miyamoto, touché par la candeur de cet homme et par la pureté de ce projet, lui a dit d'aller se faire foutre. Ce musicien, c'était Kanye West. Oui, quand il était gamin, Kanye West était très fan de Nintendo, et il a essayé de faire une espèce de fan game. C'était exactement comme Mario, sauf qu'on jouait un énorme zob, et c'est pour ce jeu qu'il a commencé à faire de la musique. Promis, vous allez finir par voir où je veux en venir. Ce qui va nous permettre de trouver un sens à cette histoire, c'est que c'était pas la première fois qu'un type douteux arrivé au sommet de l'industrie musicale venait proposer un projet un peu trop personnel à Nintendo. Et c'était pas la première fois que Nintendo disait non. À la fin des années 80, c'est Michael Jackson qui avait sonné à cette même porte. Et comme il a sorti Moonwalker chez Sega quelques années plus tard, je vous laisse imaginer la réponse qu'il a reçue. Mais ça nous amène à ce qu'il y a de vraiment intéressant dans ces deux moments où Nintendo a dit non. C'est le fait que, dans l'intervalle qui les sépare, il y a tout un tas de studios qui n'ont pas du tout dit non. Ainsi est apparue une espèce de subgenre étrange qui, dans cette courte période, a eu le temps de connaître son apogée, puis son déclin. De Prince à Iron Maiden, en passant par Björk et 50 Cent, toute l'industrie musicale avait soudainement décidé d'explorer le mystérieux pouvoir des jeux vidéo, pour le meilleur et pour le pire. Alors oui, parfois c'était juste un moyen de faire leur pub, parfois c'était juste un moyen de nous filer un petit behind the scenes avec une console de mixage pour qu'on puisse massacrer l'œuvre de leur vie, et c'était déjà très généreux, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est beaucoup plus grave. Dans certains cas, dans pas mal de cas en fait, ce sont vraiment des gens qui, entre deux tournées mondiales, se sont assis devant leur ordinateur et se sont posé cette question que tout le monde s'est posée au moins une fois à l'époque. Qu'est-ce que je vais faire de cette machine ? Ces personnes ont vu le jeu vidéo comme un moyen de prolonger leur vision, de plonger au-delà de la musique, et aussi de communiquer de manière plus directe, plus intense avec leur public. Pour arriver à ces trois résultats, elles ont vraiment tout essayé. Et le plus souvent, elles ont produit des objets complètement inattendus. Bref, dans cette vidéo, on va couvrir tous les genres, qu'ils soient musicaux ou ludiques. On va voir le meilleur, on va voir le pire, on va faire un grand écart entre ce qu'il y a de plus mainstream et ce qu'il y a de plus obscur et expérimental, mais surtout, on va faire la découverte, terrifiante mais fascinante, de ce qui se passe quand on mélange les deux. Ça va être très long et très riche, alors n'hésitez pas à picorer, mater ça en plusieurs fois, choisir les parties qui vous intéressent. Bonne chance. Au début des années 90, Mike Oldfield repasse numéro 1 des ventes d'albums au Royaume-Uni avec Tubular Bells 2, la suite d'un banger sorti 20 ans plus tôt, qui avait lancé le label Virgin Records et était devenu l'album instrumental le plus vendu de l'histoire. Mike a l'habitude de toucher un peu à tout. Il est connu pour jouer quasi tous les instruments sur ses disques. Mais à cette période, il s'est lancé dans des expériences tout autres. Il a commencé à bricoler des trucs sur ordinateur. Alors c'est pas la première fois qu'il explore le monde mystérieux des programmes obscurs, parce qu'il avait déjà sorti une expérience son et lumière Tubular Bells sur Commodore 64. Mais maintenant, il met lui-même les mains à la pâte. Alors au départ c'est complètement amateur, et il en est pas sorti grand chose. Il y a bien 2-3 merdiers en 3D dans le CD-ROM de son album Songs of Distant Earth, mais pas de quoi s'affoler. C'est seulement au tournant du millénaire que ça va commencer à dégénérer. Là, il se met à passer des centaines et des centaines d'heures sur son grand projet, un moteur de jeu dédié à des expériences musicales immersives, musique VR. Il bosse avec un programmeur, Colin Dooley, à qui il fait des demandes par mail, genre « J'aimerais un tool qui me permette de level designer le truc le plus new age que t'as vu de ta vie. » Et quelques messages plus tard, il avait son tool et il se mettait à designer. Il ajustait continuellement la musique, parce qu'il se rendait très bien compte que ce qui fonctionne dans un album, c'est pas la même chose que ce qui fonctionne dans une expérience interactive. Il a embauché un artiste pour faire certains des effets visuels, mais il a quand même fait toute l'animation tout seul, ce cheval en particulier. Et peu à peu, le truc a commencé à devenir un véritable gros projet. Tres Lunas, le premier jeu issu du moteur Music VR, sort en 2002. Une démo gratuite est incluse avec l'album du même nom et ça fonctionne pas mal. Pour la faire courte, c'est le LSD Dream des années 2000. Tu te promènes,
en volant, ce qui est déjà une upgrade par rapport à LSD. Tu vois des trucs, tu écoutes des trucs, tu vibes, il y a de l'ASMR. Fin du pitch. Honnêtement, c'est déjà assez intense comme ça. Vous avez déjà phasé pendant des heures devant des vidéoclips un peu trop abstraits pour votre bien ? Ben, imaginez de pouvoir vous déplacer dedans. Pas besoin d'aller plus loin, l'idée est ultra simple, mais si vous étiez un stonard des années 2000, vous seriez déjà en train de vous procurer le CD-ROM. Ce jeu a été conçu comme une expérience méditative et spirituelle. Quel genre d'expérience méditative et spirituelle tient son nom d'un resto d'Ibiza où son créateur allait tous les jours se prendre des cuites ? Probablement un certain nombre quand on y réfléchit. Mike était fasciné par les outils du jeu vidéo, mais pas vraiment ambiancé par l'idée de devoir tuer des trucs ou entrer en compétition. Et qui peut lui en vouloir ? Alors, à la place de la compétition et de la violence, il s'est inspiré des deux choses qu'il savait faire. Vibrer et conduire des avions. Et ce qui est vraiment bien avec les jeux vidéo, c'est qu'on n'a même pas besoin d'avions. Tu veux voler ? Vole. Tu veux voir l'homme qui marche de Giacometti avec ses 2000 kits et les éléphants à échasse de Dali en 3D ? Tu veux parcourir le monde à fond la caisse avec des chevaux ? Une chouette ? Des chevaux avec des ailes ? Un vaisseau spatial ? Vas-y ! Ah, il faut aussi trouver les anneaux de Sonic, là. Bref, Mike ne fait rien comme personne. Il fait des albums où il n'y a pas de paroles dedans, des jeux vidéo où il n'y a pas de violence dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que d'après lui, les deux sont aussi difficiles à financer l'un que l'autre. Dans les deux cas, on lui a claqué pas mal de porte au nez, et dans les deux cas, il a fini par dead ça. Et de la même manière qu'il a pu faire un Tubular Bells 2, il a pu sortir en 2004 un deuxième jeu musique VR. Maestro, c'est un Tres Lunas dans lequel un aspect particulier a été mis en avant, la communication. Tres Lunas pouvait déjà se jouer online avec des avatars et tout, mais Maestro pousse ses fonctions plus loin. Il n'a pas seulement une chatroom, mais aussi un système permettant de refiler aux autres les médailles qu'on a accumulées en jeu. Et pour donner envie aux gens de faire ça, Mike a fait en sorte qu'avec 24 médailles, tu gagnes, mais avec 25 médailles, tu perds. Il a même designé une espèce de système de lancer en se disant « Bah, si les gens veulent absolument se tirer dessus, ils ont qu'à se lancer des cadeaux. » C'est quand même vachement pacifiste pour un type qui a la même tête que Bolsonaro et à peu près les mêmes idées. Bref, dans ce jeu, tu peux gagner en collectant les 24 médailles, ou tu peux carrément devenir le maestro en rassemblant les 4 avatars cachés à travers le monde, et à ce moment-là, tu accèdes à une salle secrète dans laquelle se trouve Mike. Je déconne pas, il est vraiment là, dans la chatroom. C'était la vibe de l'époque, t'allais sur le site de David Lynch, tu pouvais faire coucou, et il y a Naomi Watts qui venait raconter des trucs. Aujourd'hui, on se fait juste insulter par le CM de Wendy's sur X à la place. Chaque époque offre des expériences qu'aucune autre génération ne pourra vivre. Enfin voilà, il peut y avoir qu'un seul maestro, et quand il a gagné, tout le monde reçoit une espèce d'alerte maximale, mais le bon plan c'est que le maestro peut inviter des gens dans la salle secrète pour aller tchatcher avec Michael Field. Je trouve tout ça vraiment intéressant. Ça ressemble beaucoup à d'autres expériences communautaires de l'époque, à la OnLive Traveler ou Worlds.com, arpenter des univers intérieurs, partager des moments hors du temps et de l'espace avec d'autres consciences. Il y avait vraiment cette espèce de désir d'utiliser les ordinateurs et Internet pour aller au-delà de nos corps et devenir de purs esprits. Alors 20 ans plus tard, on a toujours des corps, hélas, et notre rapport à la technologie n'est plus du tout aussi spirituel qu'avant, mais je pense quand même que pour Maestro, le défi est réussi. L'expérience est tout à fait méditative et tout à fait spirituelle. Et Mike a eu la chance de faire ces jeux avant qu'on découvre ce que c'est que la motion sickness. L'idée de flotter dans un monde en 3D avec des objets random n'a pas été inventée par Michael Field. Pour être honnête, il est même arrivé un peu en retard, c'est très 90s comme activité. Désolé, David O'Reilly. Mais alors pourquoi, dans les 90s, on flottait dans des mondes en 3D avec des objets random, et ensuite plus trop. Et avant, pas du tout. Bah, pour la même raison que dans les années 90, on contrôlait des personnages digitalisés, on parcourait des point and click en FMV, ou on cliquait sur des liens internet dans les CD-ROM, et après, plus trop. Et avant, pas du tout. Parce qu'on n'avait aucune fierté. Non, en vrai, vous vous en doutez, c'est parce que technologiquement, il commençait à se passer des trucs assez graves. Genre, le CD-ROM a été révélé au public en 85, Internet en 91, QuickTime en 91, la PS1 en 94, Macromedia Director en 94. Alors QuickTime et Macromedia Director, forcément vous allez me dire, personne connaît tes trucs de nerd, bâtard, retourne sur Microsoft Bob. Mais je vous jure que ça aura son importance. En tout cas, on se retrouve d'un seul coup à pouvoir stocker de la vraie musique sur des jeux, pas des trucs en MIDI dégueulasses qui mettent Michael Jackson en colère,
et à pouvoir calculer des merdiers en 3D en temps réel. Alors forcément, les artistes de l'époque, ils commencent à se dire « Ok, il se passe un truc ». Et tout naturellement, si vous mettez ensemble musique sur CD-ROM et calcul de merdier en 3D en temps réel, vous obtenez d'une part musique VR, et d'autre part, le merveilleux Gobble Screen de Tetsuya Komuro. Tetsuya Komuro, s'il y avait 3 trucs à savoir sur lui, où il va falloir faire des choix parce qu'on va parler de beaucoup de monde aujourd'hui et on n'est pas là pour réciter la page Wikipédia des gens, c'est qu'il est le producteur le plus rentable de l'histoire du Japon, qu'il a fait la musique de la Coupe du Monde 98 avec Jean-Michel Jarre, et qu'il a pris 3 ans pour fraude. Merde, il fallait garder la 3ème pour dire qu'il a fait un jeu imbitable sur PS1. Gobble Screen, c'est un jeu dans lequel tu joues une basket. Ça aurait plu à Kanye West. Ce serait un peu stupide de vous l'analyser en long, en large, en travers, parce que ce jeu, c'est avant tout des vibes. C'est un peu l'expérience dont tu as envie quand tu viens d'apprendre l'invention de la 3D, et que tu as juste besoin d'essayer un peu ce nouveau monde. Mais il a encore une autre qualité, c'est le jeu de musicien des années 90, par excellence. Ésotérique, expérimental, interactif mais pas trop quand même. Tu collectionnes des disques et ensuite tu les écoutes. On voit la star mais pas trop longtemps. Il y a des bouts de vidéoclips juste parce qu'on peut et que c'est nouveau. Tous les codes du genre sont posés. Genre, autant les jeux dont on va parler sont tous vraiment uniques, autant ils vont tous rassembler certains des éléments de cette liste. Ce que ce jeu a de spécial, c'est qu'il ressemble à Tres Lunas, et il ressemble à une expérience interactive sur Mac avec des liens vers un site web qui est down depuis 2002, et pourtant il est sorti sur PS1. En fait, s'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quasiment tous les musiciens européens ou américains ont fait des CD-ROM pour ordinateur, alors que les japonais, que ce soit Komuro, Dob, Morning Musume ou Yellow Monkey, ils ont tous sorti des jeux sur console. Presque toujours sur PS1 d'ailleurs. Les 2 formats étaient des trucs nouveaux, relativement peu coûteux à développer, et les 2 étaient des CD-ROM. Alors, pourquoi cette grosse différence ? À mon avis, c'est une question de public. Un jeu signé Mike Oldfield et un jeu signé Tetsuya Komuro, ils ont un point commun. C'est que aucun enfant ne demandera jamais à ses parents de lui acheter. C'est des jeux pour vieux. Et autant au Japon, les jeux pour vieux, ça se faisait déjà bien, les gens avaient des consoles chez eux et tout, autant en Europe, aux États-Unis, des adultes qui achetaient un jeu pour jouer tout seul chez eux, c'était des nerds quoi. Il y en avait, mais c'était pas le marché que c'est aujourd'hui. Et donc si on voulait attirer un nouveau public, les vieux, il fallait sortir un jeu PC. Les gens sérieux, ils avaient des PC, pour regarder en carta. Et ces gens-là, tu pouvais les faire cliquer en mettant la tête à Mike Oldfield. Tu pouvais les faire jouer à des jeux expérimentaux parce qu'ils n'avaient pas encore appris à s'amuser. Et c'est à coup de jeux comme ça que peu à peu, les vieux se sont radicalisés. Ils ont commencé par jouer à la visite virtuelle d'Encarta, et bam, Counter-Strike. C'est juste le même jeu avec un gun. Bref, pendant que les Japonais s'éclataient sur leur PS1 à réaliser de faux vidéoclips pour X-Japan, les Américains jouaient à des point-and-click surréalistes produits par Robert De Niro avec les voix de Cher et d'Aerosmith. Et on va s'en occuper des point-and-click surréalistes. Mais pas tout de suite. J'ai 2 passions dans la vie. Les trucs trop précis, et les jeux qui sont sortis sur PS1 seulement au Japon. Alors il était hors de question qu'on parle juste de Gobble Screen et qu'on en reste là. J'ai un truc encore plus niche en tête. Tous les artistes dont on va parler dans cette vidéo ont un point commun, ils ont percé. La plupart sont carrément des légendes, sauf Dob. Dob, c'est les initiales pour date de naissance. C'est un groupe pas très connu, qui est né d'un autre groupe pas connu non plus. Et la principale relique qu'il en reste, c'est Planet Dob. Alors pourquoi l'avoir fait ? Pourquoi avoir essayé de mythologiser quelque chose qui avait jamais vraiment pris ? À quelle fanbase ce jeu était censé s'adresser ? Peut-être que c'était une dernière occasion de tenter quelque chose de marrant créativement. Une dernière tentative de faire remarquer le groupe, ou de l'immortaliser, d'une certaine manière. Dans tous les cas, c'est une sorte de réussite parce que le jeu est suffisamment intéressant pour être encore partagé sur internet, et sa soundtrack en particulier a été très remarquée. C'est un jeu assez complet, avec un aspect aventure, un aspect collectathon, quelques mini-jeux et surtout un éditeur de musique. On joue la mascotte de Dob, évidemment, ou plutôt, on joue un scientifique désigné volontaire pour entrer dans son esprit et voir ce qui s'y passe. Un peu weird, mais c'est un moyen de nous montrer qu'on entre dans l'univers du groupe. Qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, mais en voyant les choses à travers son point de vue. Cette mascotte d'ailleurs, elle a été designée par un des membres du groupe. Et le scientifique a des lunettes qui disent « You », ce qui rend le dispositif encore plus transparent. Bref, Dob se retrouve dans une ville dont l'ordinateur principal est en rade. C'est cet ordinateur qui permet aux différents services de fonctionner et d'alimenter la vie de la ville, mais surtout c'est cet ordinateur qui permet à la musique de se faire entendre. Pas de musique, pas de life.
Du coup, à mesure qu'on avance dans les niveaux, on rassemble ces espèces de trucs qui vont peu à peu rétablir les fonctions de la ville et ajouter des instruments à la soundtrack. Ça participe à rendre vivant ce monde déjà très riche, qui à mes yeux est l'atout principal de Planet Dub. Il a vraiment une vibe unique, agréable, quelque chose qui donne envie de rester là et de repenser avec nostalgie à ce groupe qu'on n'a pas du tout connu au départ. C'est une expérience assez forte, se rapprocher de quelque chose de si lointain dans le temps et dans l'espace, quelque chose qui devrait avoir disparu à tout jamais, mais qui vibre encore sur ce disque. Honnêtement, je commence à comprendre pourquoi Dub a fait ce jeu. Et je suis très content qu'il l'ait fait. Ils s'étaient déjà aventurés en 95 dans le monde du CD-ROM interactif avec leur album Lalularu, mais Planet Dub, c'est plus qu'un CD-ROM. C'est vraiment le témoignage d'une vision. On a vu que l'arrivée du CD-ROM avait donné plein d'idées à plein de gens. Que cette étape avait permis de changer en partie l'image du jeu vidéo pour en faire quelque chose de plus accessible, de plus intéressant pour les non-initiés. Mais plusieurs autres transformations ont eu lieu depuis, qui elles aussi ont convaincu des créatifs d'autres milieux que ça y est, on va pouvoir faire quelque chose de cette merde. L'une de ces transformations, c'est l'apparition du jeu mobile. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il est encore plus compliqué à conserver que les autres formats de jeux vidéo. Et du coup, une bonne partie des expérimentations des premières années sont déjà perdues. Fort heureusement, ça n'arrivera jamais à Biophilia, puisque cette application a été la première à entrer dans les collections permanentes du MoMA. Björk fait jamais les choses à moitié. Que dire sur Björk? Elle a enregistré son premier album à 11 ans, elle a exploré tous les genres musicaux possibles et impossibles, elle a écrit des sons pour Madonna, elle a régulièrement appelé des territoires à déclarer leur indépendance, genre le Groenland, les îles Féroé, le Kosovo, le Tibet, l'Écosse, la Catalogne. Elle a déformé des images de sa propre sextape pour en faire un vidéoclip. Elle a reçu le prix d'interprétation féminine et la Palme d'Or à Cannes pour Dancer in the Dark. Elle a démonté une télé. Elle est pote avec Eva Jolie. Elle a refusé de monter un groupe de heavy metal avec Moby. Et elle a fait un putain d'électroplancton-like sur mobile. Biophilia, c'est un album, une tournée et un ensemble de 10 applis sortis en 2011. Chacune des applis correspond à une piste de l'album. Elles ont toutes un système différent, mais en général, ce sont autant de manières de générer de la musique ou de manipuler une musique déjà existante. Moon, Thunderbolt, Solstice, Sacrifice, Hollow et Dark Matter, ce sont des applis instruments. Crystalline permet de récolter des fragments de sons, comme dans Planet Dub, pour composer une musique complète. Mutual Core, j'ai rien compris du tout. Dans Virus, tu dois protéger des cellules attaquées, sauf que la musique ne progresse qu'avec le virus, donc en fait, il faut perdre. Et enfin, Cosmogony, c'est l'application mère qui relie toutes les autres. Ce qui est fascinant, c'est que ces 10 variations sont autant de manières d'envisager la création musicale. Imiter, mettre en scène la création, c'est forcément décrire la création et porter un discours dessus. Et le fait de donner 10 versions de ce discours, c'est montrer que la création peut être envisagée de manière très différente. Chacune de ces applis est une double métaphore. Elle associe un aspect de la création musicale à un organisme vivant, et cet organisme vivant à un système de jeu. On est vraiment proche d'Electroplancton, que ce soit dans ce que le jeu raconte ou dans la manière dont il se joue. Et pour le coup, c'était aussi un jeu fait par quelqu'un qui vient pas du jeu vidéo au départ. La tournée Biophilia était aussi assez interactive. Des instruments géants avaient été inventés pour l'occasion et étaient utilisés comme des installations, demandant la participation du public. En plus de ça, tout au long du tour, Björk faisait des interventions avec les enfants. Bref, il se passait toujours quelque chose d'incroyable. Et la version collector de l'album ressemble à la lance de Longinus. Ce que je trouve vraiment intéressant, que ce soit dans les applis ou dans les installations, c'est cette invitation à venir participer à la création musicale. C'est comme une collab entre toi et Björk. Genre, Moby s'est fait recal, mais pas nous. Et c'est hyper accessible. Il y a même un tuto pour chaque appli avec Björk qui t'explique comment ça marche, et quels principes de composition sont mis en avant par la mécanique de jeu. Proposer aux gens de revivre des musiques qui leur plaisent, mais avec cette fois une posture plus active, c'est l'une des directions qu'ont pris les jeux de musiciens. Ça existait dans Planet Dub, puis on va le retrouver dans les jeux de Peter Gabriel et de Prince, et même dans certains jeux très commerciaux comme Spice World. Ça permet de casser un peu la rigidité du rapport entre la personne qui crée la musique et celle qui la reçoit. Mais ici, comme dans Electroplancton, ou dans les jeux de Tetsuya Mizoguchi, c'est aussi un moyen de creuser les rapports synesthésiques entre son, image et toucher. De donner une dimension vivante et systémique aux compositions, et même de les rendre plus concrètes. En vérité, le projet de départ de Björk, c'était pas une application, c'était une installation artistique. Elle voulait construire une maison dont chaque pièce
aurait correspondu à une chanson de l'album, comme les applications de biophilia. Et elle aurait voulu que cette maison la suive dans sa tournée autour du monde. Pour des raisons logistiques assez évidentes, ça n'a pas pu se faire, et le projet a changé de forme. C'est un peu la même histoire que Kid Amnesia, dont on va reparler un peu plus tard. Mais dans les deux cas, le résultat a touché beaucoup plus de monde qu'il ne l'aurait fait sous sa forme physique. Clairement, la plupart des composantes de biophilia auraient pas pu être réalisées dans une forme complètement matérielle. La cerise sur le gâteau, c'est qu'au final, on a à la fois eu droit aux 10 applis de biophilia, mais aussi aux instruments géants qui ont bel et bien suivi Björk autour du monde. A l'inverse, ceux-là, ils auraient été beaucoup moins marrants sur tablette. Bref, il faut savoir choisir son médium en fonction de ce qu'on veut communiquer. Même si vous vous appelez Björk et que vous pouvez tout faire. Il y a une chose que je comprends pas, c'est pourquoi Biophilia est entré dans la collection permanente du MoMA, et pas Queen the Eye. Alors que, à en croire son artbook, Queen the Eye est tout simplement le premier jeu réellement artistique jamais créé, en 1997. Alors effectivement, on a vérifié, et il est très ambitieux. Il tient sur 5 disques, il contient 54 tracks musicales, tous les personnages sont animés au motion capture, le boss final c'est la mort, et on doit la tuer à main nue. Bref, c'est pas n'importe quoi. Encore une fois, je cite le livret, Queen voulait pas faire un vulgaire point and click à la con. Queen voulait faire un vrai jeu. Et un studio a été créé de toutes pièces pour l'occasion, rassemblant au final 22 personnes pour 2 ans de développement. Je suis pas suffisamment connaisseur de Queen pour capter toutes les refs, mais il raconte s'être vraiment plongé très profondément dans le lore du groupe, dans son iconographie, ses textes, pour que chaque détail du jeu en soit une manifestation. C'est pas évident au premier abord parce que d'une part le groupe est totalement absent, et d'autre part on joue un certain Dubrock, le fameux. Dans un scénario tout à fait baroque, accrochez-vous, le monde est gouverné par une espèce d'IA nommée l'œil, qui règne sur une société totalitaire où toute forme d'expression artistique est bannie. Les gens se divertissent en regardant le catch à la télévision, une surveillance de masse protège le pouvoir de l'œil, et notre personnage, Dubrock, est un con de flic qui est condamné à mort pour avoir redécouvert par hasard le rock'n'roll. Il est tombé sur un disque de Queen, et ça lui a permis de comprendre qu'il était pas né dans la bonne génération, et qu'à l'époque, on savait faire de la vraie musique. À partir de là, il tente de renverser le gouvernement, ce qui est naturel. De temps en temps, il y a sa boss Kazan qui va soit l'aider, soit essayer de le tabasser. Elle joue vraiment perso. Et on va alterner entre des moments franchement intéressants et de longues séquences de pure souffrance vidéoludique. Heureusement, les décors sont très beaux et on peut tabasser un clown, montgolfière, en écoutant Show Must Go On. Les développeurs de Queen the Eye étaient démesurément ambitieux. De leur propre aveu, cet objet est plus une fiction interactive épique qu'un jeu. Alors ils voulaient dire par là que c'était plus intéressant qu'un jeu, mais en vrai je pense qu'ils ont accidentellement décrit ce qui avait foiré. Ils semblaient mépriser leur propre format. Genre, ils voulaient être mieux qu'un film, mais ils considéraient que les films étaient mieux que les jeux. Et tout leur univers, en montrant que les gens sont matrixés parce que la frontière est devenue floue entre réalité et illusion, ils semblent être fâchés d'être une fiction et encore plus fâchés d'être un jeu vidéo. Alors pourquoi Queen the Eye existe-t-il ? Dans la note d'intention, les progrès technologiques sont cités comme la principale raison qui a permis au projet de se faire. La 3D, les enregistrements musicaux, la motion capture, c'est ce qui permettait, enfin, une création multimédia complète et immersive. Les types se croyaient au futuroscope en fait. Ils étaient à la fois pleins d'illusions sur ce que la technologie et l'immersion allaient soi-disant permettre, et incapables de reconnaître les réelles quelques qualités que le jeu vidéo avait vraiment. Le résultat, c'est que c'est plus pénible à jouer qu'un point and click. Et pour le coup, des point and click qui ont fait un usage fort de nouvelles technologies, capter ce qui pouvait rendre spécial une expérience interactive, révéler de nouvelles possibilités artistiques dans le jeu vidéo, et offrir une continuation vraiment nouvelle à un univers musical, ben on en connaît. Et on va en parler. Quand j'étais adolescent, je me souviens distinctement être tombé en arrêt devant cette image. Et m'être longtemps demandé « Mais c'est quoi cette merde ?» Je connaissais pas la recherche par image à l'époque, alors j'ai traîné cette question avec moi pendant plusieurs années. Le truc commençait à devenir irréel, c'était une espèce de rêve dont moi seul connaissais l'existence. Mais un jour, j'ai commencé ma longue et fascinante quête à la recherche des jeux les plus zinzins de l'histoire,
Et même si cette entreprise semblait n'avoir aucun rapport avec la mystérieuse image des 4 regards en costard, c'est bien par ce chemin que j'ai fini par découvrir l'existence des Residents. Je me suis aperçu que c'était une espèce de groupe underground basé sur un lore éclaté au sol, comme Stupéflip mais en plus bizarre, et dont toute la production était toujours délibérément obscure, comme Zafferamo mais en plus bizarre. Ce sont des persos qui faisaient un peu de tout, mais jamais correctement. Ils ont envoyé leur premier disque au président Nixon par la poste, ils sont considérés comme les précurseurs du mash-up à cause d'un album de reprise satirique où ils faisaient passer des tubes de pop américaine pour de la propagande nazie. En 80, ils ont sorti le Commercial Album, un ensemble parodique présenté comme un top 40 des chansons extraterrestres, qui dure toutes exactement 1 minute. Et pour que leur cochonnerie passe sur une vraie radio top 40 populaire à San Francisco, le groupe a tout simplement acheté 40 coupures pub d'1 minute pour pouvoir diffuser leur album en entier, sans que les gens comprennent ce qui leur arrivait. Imaginez, on vous remplace la pub par ça. YouTube reviendrait d'entre les morts. Les plus attentifs remarqueront que sur cet album, on entend Brian Eno de Roxy Music et David Byrne des Talking Heads, mais qu'ils n'ont pas été crédités, parce que ça aurait été beaucoup trop vendeur pour les Residents. En fait, toute la philosophie artistique du groupe découle de ce qu'il appelle la théorie de l'obscurité. C'est une idée formulée par le mystérieux Ensenada, un personnage qui dans le lore est censé être un intellectuel bavarois faisant pas du tout partie du groupe. Et selon cette théorie de l'obscurité, les artistes produisent leurs œuvres les plus dignes d'intérêt quand ils travaillent dans l'ombre, complètement ignorés du public, et qu'ils ne sont donc au service d'aucune audience. Pour conserver cette liberté, les Residents ont toujours tout fait pour rester dans l'ombre. Raté. Ils ont décidé d'être anonymes, mais les gens en ont déduit qu'ils étaient probablement les Beatles avec des masques. Ils ont fait des sons tout bonnement inaudibles, mais à partir du moment où John Savage a fait une excellente review de leur album Fingerprints, ils se sont mis à vendre des disques. Ça, c'était pas prévu au départ. Toujours à la recherche des idées les plus insignes possibles, ils se sont mis à faire des vidéoclips, un truc complètement fantaisiste que personne faisait à l'époque. Et le résultat, c'est qu'à la naissance de MTV, on les voyait tout le temps parce que leurs vidéos étaient parmi les seules disponibles. Ils sont devenus si intrigants qu'un certain Matt Groening a écrit 10 ans avant de créer les Simpsons un long essai à leur sujet intitulé « La véritable histoire des Residents ». Et il commence par dire qu'il n'y a pas de véritable histoire des Residents. Bref, aujourd'hui, ils sont l'un des symboles les plus reconnaissables de la scène underground et de l'avant-garde musicale. Et ce qui est probablement leur plus gros succès, ou échec en l'occurrence, c'est Freak Show. C'est sorti en 94 et c'est une sorte d'expérience narrative dans laquelle on découvre les points de vue d'une série de personnages marginaux tels que Vanda la femme ver de terre ou Jelly Jack le garçon sans os. Et croyez-le ou non, cette œuvre a été maintes fois citée comme le meilleur CD-ROM de l'histoire. Freak Show est souvent accusé d'avoir tout simplement révélé et étendu les possibilités du médium. Ce qu'on veut maintenant, c'est savoir pourquoi. Freak Show montre à la fois le spectacle et l'envers du décor, pas juste l'un ou l'autre. On voit d'abord une image monolithique, celle du performeur de cirque, puis on découvre derrière un personnage complexe, mystérieux et sensible. On voit un personnage dont le métier est d'être vu, mais qui se cache pour aller jouer du piano. On voit les objets du spectacle devenir eux-mêmes spectateurs. On passe de l'autre côté de la frontière pour devenir à notre tour les objets des regards, et prendre la place qu'on observait quelques minutes plus tôt. On traverse complètement la représentation. Les règles qui la régissent sont comme ce panneau « No Admittance » dont on peut faire le tour en 2 secondes. Et même la frontière entre les médias est poreuse. On joue à un jeu, puis on regarde un film, puis on lit une bande dessinée, on écoute de la musique avec toute notre attention, on téléphone, on parcourt une encyclopédie. À vrai dire, la plupart du temps, on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire ou ce qui nous arrive. C'est une expérience qui se veut marginale, comme le groupe qui l'a créée. Et ce qu'elle raconte, c'est ce que c'est que d'être marginal. C'est pas pour la blague que les Residents eux-mêmes comptent parmi les freaks présentés dans ce spectacle. Ils nous montrent qu'ils ont choisi leur famille, leur univers, et nous proposent de l'explorer en profondeur. On rentre concrètement dans la tête du groupe. C'est quand même la 2e fois que ça nous arrive aujourd'hui. Et si le groupe nous invite à passer cette frontière, à venir voir de l'autre côté, c'est pas simplement pour satisfaire notre curiosité morbide, c'est pour qu'on s'installe, qu'on rejoigne le rang des marginaux. Le livret du jeu est quasiment un manifeste à la gloire de tous les monstres. Et il s'achève sur ces mots sévères, prenant le parti des performeurs contre celui du public. Ils étaient peut-être les monstres, mais nous étions leurs pigeons, et c'était bien pire. Au final, les freaks,
ne se ressemblent pas. Leurs histoires sont racontées par des dessinateurs différents, chacun d'eux est un monde à part entière, tandis que les visages du public se réduisent à un diaporama d'expressions toutes semblables. Il n'y a que les freaks qui soient intéressants. Et certes, quand on regarde les gens d'aussi près, on ressent forcément une forme de dégoût. Vu de près, tout le monde est un monstre. Mais pour s'approcher autant, il a fallu qu'on ressente aussi une certaine fascination, une attirance. Le jeu a été décrit comme un mélange entre SimCity et Twin Peaks. Alors autant SimCity, je pense juste qu'ils ont choisi un jeu vidéo au pif, autant Twin Peaks, je vois très bien. Le mélange de l'attirance et du dégoût, le point de vue marginal, les jeux de regard dans tous les sens, les choses familières qui deviennent méconnaissables, même le discours sur la monstruosité, c'est toute l'ambiance Lynch. Forcément, vous montrez ça aux gens en 94, ils sautent au plafond. Bref, dans un contexte où le CD-ROM était simplement vu comme un moyen original de présenter de l'information, Freakshow a décidé d'en faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Le jeu a même été adapté en spectacle live en Pologne. Est-ce que vous connaissez beaucoup de CD-ROM qui ont été adaptés en spectacle live en Pologne ? Freakshow a montré de quoi ce média déjà ringard avant d'être venu au monde était capable. Il a une mise en scène élaborée, une atmosphère forte, il arrive à créer un espace et de véritables points de vue, et il utilise tout ça pour nous mettre une patate dans la tête. Le jeu résume lui-même très bien l'impression qu'il arrive à produire. La vie, c'est comme un freak show. Sur le chemin du retour, plus personne se marre. Heureusement pour nous, c'est pas encore fini. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? L'année suivante, en 95, les Residents ont sorti Bad Day on the Midway. Même méthode, même setting, et même collaborateur, Jim Lutke. C'est le type qui a fait ça pour Nintendo. Il a fait plein d'autres trucs dans sa vie, mais je suis désolé, c'est ça qui m'a fait rire. Jim ne s'est pas seulement occupé de l'animation et du design, il est aussi crédité comme co-director avec les Residents, que ce soit sur Freakshow ou sur Bad Day on the Midway. Mais il n'était pas tout seul, parce que les séquences dessinées sont réalisées par tout un tas d'invités, y compris des noms franchement reconnaissables, comme Dave McKean. Et cette fois encore, ces séquences serviront à présenter les points de vue de différents personnages. Parce que dans ce second jeu, voir à travers les yeux des autres reste l'objectif principal. Mais on a déjà fait ça l'année dernière, alors cette fois, on se permet d'aller un peu plus loin. Maintenant, on rencontre pas seulement les personnages, on devient les personnages. Et ça change toute notre perception du monde. On fait pas les mêmes choses, on voit pas les mêmes choses, même le temps ne s'écoule pas de la même manière. Au fait, si vous vous demandez pourquoi les tronches des persos sont bizarres, c'est parce qu'elles sont en 3D, mais avec des images en prise de vue réelle collées dessus pour faire les yeux et la bouche. Je vais pas rentrer dans les détails parce que la plupart des choses qu'on a dites sur Freakshow s'appliquent à Bad Day on the Midway. Ce sont les mêmes idées, poussées encore plus loin. S'il y avait un truc vraiment nouveau, quand les personnages parlent, les mots s'affichent dans le désordre sur l'écran et sont peu à peu remplacés par d'autres à mesure que le discours se poursuit. Ça crée des espèces de phrases monstrueuses et accidentelles. C'est une dinguerie. Donc il y avait effectivement de quoi sortir de sa culotte à reculons quand ces deux trucs sont apparus. Il y avait aussi de quoi se demander qu'est-ce qui s'est passé ? Pour répondre à cette question, on peut déjà noter que, pour les Residents, c'était ni leur coup d'essai ni leur dernier mot. On leur doit plusieurs autres expériences plus ou moins interactives, comme 20 Twisted Questions ou Gingerbread Man, mais ces tentatives-là, elles s'inscrivent dans une série plus vaste encore. En fait, les Residents se sont toujours jetés sur tous les outils bizarres qu'ils pouvaient utiliser, et généralement, ils ont été parmi les premiers à le faire. Par exemple, ils ont utilisé des échantillonneurs très tôt. Ils ont lancé dès 83 leur premier projet de jeu sur Atari 2600, Mark of the Mole. S'il n'avait pas été annulé, ça les aurait placés juste après Journey sur le podium des premiers groupes ayant signé un jeu. Sur internet aussi, ils ont été actifs très tôt, et à partir de 99, ils ont commencé à filer de la musique gratos et inédite tous les mois sur leur site. Donc qu'est-ce qui se passe si vous arrivez en premier sur un terrain de jeu, et que vous avez pour habitude de faire absolument n'importe quoi ? Eh bien vous donnez des idées aux autres. Ben, c'est ce qui s'est passé avec les Residents, et ça va être l'occasion de parler d'Inkscape. En 3 ans d'existence, le studio Inkscape a eu le temps de signer 3 jeux cultes. Bad Day on the Midway des Residents, une fascinante adaptation d'Edgar Allan Poe en claymation nommée The Dark Eye, et Drone God, le jeu le plus complotiste de l'histoire. Freakshow, l'autre jeu des Residents, n'avait pas été publié par Inkscape mais par la Voyager Company, une société multimédia prolifique dont on va reparler très vite pour ses CD-ROM, mais qui était aussi connue pour publier la Criterion Collection.
Si vous voyez pas ce que c'est à eux qu'on doit tout un tas de trucs qui sont devenus des standards sur les DVD, comme les commentaires réalisateurs et la préservation de tout un tas de chefs-d'œuvre. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que le fondateur d'Inkscape, le directeur de la Criterion Collection, et le mec qui a produit Freak Show pour la Voyager Company, c'est le même type, Michael L. Nash. Et comme un plot twist n'arrive jamais seul, il est aussi l'homme qui négociera plus tard le tout premier deal entre YouTube et une major, la Warner, puis les tout premiers deals de Facebook et de TikTok avec une major, Universal cette fois. En gros, c'est à cause de lui qu'on se fait strike nos vidéos. Mais pour l'instant, ce qui intéresse ce type, c'est pas de striker des vidéos, c'est le point de rencontre entre l'art populaire et l'art canonique. Et pour explorer ça, il produit des CD-ROM expérimentaux avec les Residents, et il fonde Inkscape, avec le soutien d'HBO et de Warner Music. L'objectif de cette boîte, c'est exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Amener vers le jeu vidéo des talents venant d'autres domaines. Et une chose que je trouve particulièrement intéressante dans son discours, c'est qu'il est absolument pas dupe des illusions dont se berce une bonne partie des développeurs de jeux vidéo. Attention, les takes sont explosives, les médias traditionnels sont interactifs, dans la mesure où on ne construit leur sens que par juxtaposition, association et contextualisation. On peut appeler ça mentalement interactif, par opposition à mécaniquement interactif, mais l'objectif, qui est une cohérence du ressenti et de la signification, est le même. L'interaction mécanique, en elle-même, est largement surestimée. Connecter un point A et un point B n'a d'importance que si la connexion du point A et B en a une. Avec les nouveaux médias, on a développé le potentiel d'expression d'idées nouvelles beaucoup plus vite que la création d'idées nouvelles. Désolé pas désolé, mais 25 ans plus tard, je suis toujours complètement d'accord avec tout ça, et ça fait des années que j'avais pas lu des discours aussi clairs et sensés sur le jeu vidéo. Et il fallait que ça vienne du type qui a fait de YouTube un enfer. Quelle vie de merde. Bref, on vous parle de Michael, mais vous vous en foutez en fait, il faut qu'on parle un peu des jeux. Eh bien on est là parce que Michael a justement produit un autre CD-ROM bizarre avec des musiciens. Et que le CD-ROM en question était pas suffisamment intéressant pour avoir sa propre partie, mais Michael, si. On a triché. Du coup le jeu c'est Devo présente les aventures de la patrouille futée. Et là tous les gens qui ont moins de 200 ans, ils lèvent un sourcil en mode « Qu'est-ce que c'est que ce truc Devo ?» C'est la chaîne de musique là ? C'est ça que le mec fabriquait avec YouTube et Universal en fait. Non, Devo, c'est un peu comme les Residents, un groupe de zigotos, personne comprend tout à fait ce qu'ils font, mais ils le font quoi. C'est David Bowie et Iggy Pop qui leur ont obtenu leur premier contrat chez la Warner, cette même Warner chez qui Michael Nash a bossé avec ce même David Bowie. Brian Eno a produit un de leurs albums, ce même Brian Eno qui n'était pas crédité chez les Residents. Ils ont joué dans le film de Neil Young, lui c'est bon, on le reverra pas, et ils ont fait de la musique pour le film Les Razmoket comme leur ami Iggy Pop. Bref, vous avez compris que depuis le départ, ils sont en freestyle complet. Eh bien leur jeu est tout pareil. Devo présente les aventures de la patrouille futée, c'est une parodie de film d'enquête dans laquelle on combat un conglomérat du divertissement, genre la Warner, qui complote avec une société pharmaceutique pour mettre les humains à la merci d'une épidémie. Merde, celui-là aussi il est complotiste. Il a quand même une qualité, c'est que comme Freak Show, il n'a pas été juste signé par le groupe, il a été largement designé et écrit par eux. Alors malheureusement ça se voit, mais au moins ils ont essayé. Ah regardez là-bas, c'est le poulet singe OGM. Le jeu était juste la preuve qu'on peut pas gagner à tous les coups. Les deux jeux des Residents étaient intéressants, The Dark Eye était intéressant, Drone God... Enfin voilà, quand on explore un territoire complètement nouveau, on n'est jamais sûr de ce qu'on va trouver. Je vous avais dit qu'on reparlerait de la Voyager Company, et ben c'est maintenant. Juste après Freak Show, la société a collaboré avec une autre musicienne, qui a beaucoup de points communs avec les Residents, mais quand même beaucoup plus de street cred, Laurie Anderson. Comme eux, c'est une artiste d'avant-garde, elle fait de la musique, mais pas que. Ça l'a pas empêché d'avoir un énorme hit, Oh Superman, qui sera repris par David Bowie, et ça l'a pas non plus empêché de bosser avec Philip Glass, John Zorn, Jean-Michel Jarre, Marisa Monch, et Andy Kaufman, et aussi avec Lou Reed qui était son cub. Elle a fait le pont entre plusieurs mondes, de la performance à la musique, de la musique expérimentale à la musique pop, et elle faisait de l'électro dès les années 70. Bref, ce qu'elle aime, c'est explorer des choses nouvelles. D'ailleurs, elle aussi a fait de la musique pour les Razmoket. J'aimerais qu'on prenne une minute pour regarder la liste des personnes qui ont prêté leur voix aux bébés chanteurs dans les Razmoket. J'ai rien à ajouter dessus, mais je veux juste qu'on regarde cette liste ensemble. Donc Laurie Anderson a passé sa carrière à explorer tous les domaines possibles.
Alors naturellement, quand on a commencé à pouvoir faire du freestyle sur CD-ROM, elle a été parmi les premières à y aller en courant. Mais elle n'est pas partie toute seule. Ce jeu est une collab avec l'artiste Xin Huang, qui a notamment travaillé comme directeur artistique chez Sega et chez Sony, puis est devenu un spécialiste de la VR, si bien qu'il a refait une collab avec Laurie Anderson en 2017, 22 ans plus tard, en VR. Mais une seule révolution à la fois. Pour l'instant, on est en 95 sur CD-ROM avec Laurie Anderson's Puppet Motel. L'expérience se présente un peu comme un jeu d'aventure, mais en vérité c'est plus une série de lieux. Et dans chaque lieu, on découvre des événements, des actions, des tableaux, et quasiment un nouveau plan d'existence. C'est comme naviguer entre des mondes. On fait du patin à glace dans l'espace, on danse dans un aquarium, on est emporté par le couloir du temps, on téléphone en prenant le petit-déj. Laurie Anderson explique que la structure du jeu est organisée comme celle de ses pensées. Il n'y a pas un fil narratif, mais une série de connexions, comme des métaphores. Et la connexion, c'est justement le motif qui fait la cohérence du jeu, et la traverse de toutes parts. À travers le téléphone, le Ouija, l'écriture, on essaye d'établir des liens. Et on échoue. Sur le téléphone, on peut simplement laisser un message. On joue de la musique, mais personne nous entend. Et Anderson nous invite à écrire une nouvelle, mais il y aurait personne pour la lire. Il n'y a quasiment pas de personnages dans ces mondes. On est très seul, guidé seulement par la voix abstraite d'Anderson et par son étrange poupée. Et cette poupée, c'est encore un moyen de nous dire qu'on est piégé dans un monde d'illusions, froid et mort, et que les contacts qu'on recherche sont très loin de nous. Même entre nous et la créatrice du jeu, il y a cet intermédiaire, cette chimère. Le jeu fait explicitement référence à la caverne de Platon, et il se présente vraiment comme une série d'ombres projetées sur le mur. On voit des objets concrets, mais ils sont pas vraiment là. Et ça donne au jeu un côté spirituel. On est à la poursuite de fantômes, avec ou sans Ouija board. Il y a derrière tout ça une posture un peu méfiante de Laurie Anderson face à son média. Pour elle, ces domaines virtuels, c'est une abstraction, et donc quelque chose de très froid. La seule connexion qu'ils connaissent, c'est celle de la prise électrique, qu'on retrouve un peu partout dans le jeu. Il y a des connexions logiques, mais pas de connexion humaine. Pour nous montrer la différence entre les deux, Anderson fait semblant de les confondre. Vous êtes à court de mémoire, veuillez sauver maintenant. Quelle mémoire? Sauver quoi? Qui? On voudrait d'abord sauvegarder la partie, mais on peut pas, il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu. Alors on regarde en soi-même. Et c'est pas le seul prank du genre qu'elle va nous jouer. Genre quand on veut quitter en pressant échappe, on se retrouve en backstage. Et à un moment elle inverse même le sens de déplacement de la souris. Bref, Puppet Motel, c'est une espèce de cauchemar. On est piégé dans un monde qui ne fonctionne pas. Mais Puppet Motel, c'est aussi le titre d'une chanson de Laurie Anderson et Brian Eno sur un album qu'ils ont produit ensemble en 1994. Et le sujet et les motifs de cette chanson étaient clairement les mêmes que ceux du jeu. Des personnages abandonnés, en marge d'un monde moderne, ultra technologique. Les freaks de l'ère multimédia. Ce qui me bute, c'est qu'elle les appelle les Residents of the Puppet Motel. Et ça me fait rêver à une espèce de collab imaginaire, qui a jamais vraiment eu lieu, mais si on met Freak Show et Puppet Motel l'un à côté de l'autre, c'est tout comme en fait. Les CD-ROM bizarres, c'est une grande famille. Les Rolling Stones, vous connaissez? Vous les avez probablement découverts grâce à leur point and click en FMV, la lounge vaudou des Rolling Stones sortie en 95. Riche année. Je vais être honnête avec vous, celui-ci est encore pire que le jeu d'Evo, mais j'ai décidé d'en parler quand même parce que c'était vraiment le signe qu'il commençait à se passer un truc grave. C'est pas notre premier jeu d'aventure mystique avec des behind the scenes dedans, et c'est pas non plus le dernier, loin de là. Tout le monde va y passer tôt ou tard. Pourquoi? Parce que dans les années 90, il existe un mot magique. Il est entouré d'une certaine mystique, parce que personne sait exactement ce que ça veut dire, mais ça a l'air très puissant, alors tout le monde veut y goûter quand même. Ce mot, c'est multimédia. Dans la phase vraiment deep du truc, on a même parlé d'hypermédia, ou d'ultimédia. Mais l'idée est toujours la même. Tous les trucs que vous connaissez là, la musique, le cinéma, la BD, l'art contemporain, les encyclopédies, le téléphone, les jeux vidéo, la spiritualité, maintenant, ça peut rentrer dans un seul et même objet monstrueux. La forme artistique ultime. La somme de tous les arts. Et on va se faire un max de pognon. Alors certes, le pognon n'est jamais arrivé, mais comme vous le savez, tout le reste est vrai. N'importe qui dans le métaverse pourra vous le dire. La promesse est tellement forte que, si t'allais voir Mick Jagger à l'époque en lui disant « Viens faire le con devant un fond vert,
On va tous vous mettre dans la maison du Baron Samedi avec 2-3 énigmes, 40 filles et des clips de T-Bone Walker. Ils pouvaient pas te dire non. C'était trop puissant. Tellement puissant qu'on aurait eu l'air con si on avait fini avec une simple compile sur un disque de tous les médias qu'on voulait présenter. À la rigueur, on pouvait créer un petit musée virtuel un peu funky, comme l'avait fait Southern All Stars, mais le mieux, c'est encore de vivre une expérience mystique dans un manoir avec Keith Richards. On voulait la présence réelle des artistes avec nous. C'est d'ailleurs la grosse différence entre ce jeu-là et ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Cette fois, la proposition, c'est pas d'explorer la vision du groupe, c'est de passer du temps avec eux. Ils sont là pour de vrai, c'est immersif. Vous pouvez monter sur scène avec eux, les regarder jouer, les regarder draguer, les regarder pisser. Voilà ce qu'on entendait par multimédia. On peut tout faire, donc on veut tout faire, tout voir, tout savoir et surtout, tout essayer. Cette fois, fini de rigoler. On passe une étape supplémentaire dans l'évolution du trou noir multimédia. On absorbe plus seulement des formes artistiques maintenant, mais aussi des idées, des croyances, des cultures entières. Et il fallait que ce soit Sting qui nous fasse ça. C'était le rôle parfait pour lui. Si vous demandez aux Brésiliens à quoi on associe Sting, on vous dira « c'est le type qui a fait le tour du monde avec Raoni pour défendre la forêt amazonienne ». Ou alors on vous parlera de sa collab avec Tom Jobim. Alors qu'en Algérie, on se souviendra probablement plus de son tube avec Cheb Mami. En Jamaïque, ce sera le type qui a fait un album entier avec Shaggy. En France, évidemment, on ne peut que repenser à son duo mémorable avec Mylène Farmer. Tandis que sur Arrakis, les gens se souviendront peut-être de sa collaboration avec David Lynch. Bref, ce à quoi on reconnaît Sting, surtout dans les années 90, c'est qu'il est absolument partout, tout le temps, avec tout le monde, et sur tous les sujets. Et ça lui fait un point commun avec le CD-ROM. Mélangez les deux et vous vous retrouvez à tirer le tarot, faire du yoga dans une cathédrale en ruine, jouer de la guitare au milieu des calaveras, faire de l'alchimie, écouter Sting disserter sur l'usage des métaphores dans une armure de plate, lire Nabokov, visiter l'Angleterre, prendre un verre avec Bob Dylan et envoyer des sous à Amnesty International. Voici All This Time. L'ambition de ce jeu est assez claire, nous montrer tous les aspects de l'artiste. Son œuvre, la manière dont elle est venue au monde, les idées, images et impressions qu'il a voulu y développer, et tout ce qu'il a encore envie de faire. Certes, l'exercice est souvent maladroit, naïf, bancal, parfois ennuyeux, et je pense pas que Sting soit un grand philosophe. Mais ce sont ces défauts-là qui empêchent l'objet d'être tout à fait lisse, qui nous montrent qu'il a été fait avec une véritable sincérité, et l'envie d'explorer des choses un peu nouvelles. À première vue, le truc avait l'air d'être un pur produit dérivé, et c'est, effectivement, d'une certaine manière, un objet marketing. L'opposé d'une création intime, intense et spirituelle. Et pourtant, c'est aussi un univers à part entière. Et plus on creuse, plus il semble que ce soit là le grand paradoxe du multimédia. On est en train d'arriver à faire coexister deux mondes qui auraient jamais dû se rencontrer. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Quels sont les 4 points communs entre Sting et Peter Gabriel ? Exactement, vous avez trouvé, ils ont fait une tournée ensemble, ils se sont intéressés aux traditions musicales du monde entier, ils parlent d'Amnesty International dans leur CD-ROM, et les CD-ROM en question ont été signés par Starwave. Alors qu'est-ce que c'est que ça encore ? Starwave, c'est la boîte multimédia de Paul Allen, cofondateur de Microsoft. Et on la connaît pour avoir fait le jeu Muppet Show, le jeu Clint Eastwood, le premier MMO pour enfants, Castle Infinity, qui existe depuis 1996, et ses deux insineries que sont All This Time et Eve. Avec The Voyager Company et Inkscape, dont on a déjà parlé, c'est l'une des rares boîtes qui ait exploré cette niche avec insistance. On pourrait rajouter à cette liste une semi-exception, Real World, qui a créé le tout premier jeu de Peter Gabriel, Explora One, avant de co-réaliser Eve avec Starwave, et qui a également signé une autre perle mystérieuse, l'un des chefs-d'œuvre du format CD-ROM, Ceremony of Innocence. Real World a donc eu la chance de sortir 3 bons CD-ROM, tandis que la plupart des autres jeux dont on va parler aujourd'hui, c'était des petits miracles vraiment isolés, ou des petites catastrophes selon le point de vue. Mais du côté de Starwave, vous allez le voir très vite, il n'y avait rien d'accidentel. D'ailleurs, ce discret personnage que vous voyez au crédit dans le jeu de Peter Gabriel, il était directeur créatif sur celui de Sting, la même année, et 2 ans plus tard, on le retrouvera sur Half-Life. Et il va rester producteur chez Valve pendant 21 ans. Mais faisons les choses dans l'ordre. Pour l'instant, on est en 1993 et Peter Gabriel vient de sortir Explora One, le monde secret de Peter Gabriel,
pour faire la promotion d'un album introspectif sur son divorce. Je vois très bien que vous vous en foutez, mais je vous jure que vous serez pas déçus du voyage. Peter Gabriel est un perso assez funky. Il a fondé Genesis, l'un des plus grands succès de l'histoire du rock, mais il a dû quitter le groupe en 1974 parce qu'il attirait trop l'attention en faisant le con sur scène et que ça énervait son batteur, Phil Collins. Alors que le groupe aurait jamais décollé si Gabriel s'était pas pointé un jour en drague sur scène sans prévenir les autres membres du groupe. Bref, ensuite il a eu une carrière solo très honorable, il est devenu un des artistes musicaux les plus engagés politiquement, il a fondé une ONG avec Nelson Mandela et Richard Branson, le type qui est devenu riche grâce à Michael Field, il a collaboré avec Laurie Anderson, Sinéad O'Connor, Kate Bush, et son clip pour Sledgehammer, sur lequel ont bossé les studios Hardman et les frères Quay, est devenu la vidéo la plus jouée de l'histoire de MTV. Plutôt pas mal quand on sait comment ça a commencé. À 12 ans, il a écrit sa première chanson, Sammy la limace. Ça a modérément impressionné sa tante, du coup elle lui a filé des thunes pour qu'il aille se payer des cours de chant, et ce con s'est acheté un disque des Beatles à la place. Bref, à 12 ans, on n'avait pas tous le niveau de Björk. Toujours est-il que 30 ans après Sammy la limace, un certain Steve Nelson est venu voir Peter et lui a demandé « Tu veux pas faire un CD-ROM avec moi ?» « Ok », répondit Peter. Et bim, ils ont fait une espèce de collage multimédia qui présente toutes les lubies de l'artiste, ses chansons, ses potes, Amnesty et des puzzles cryptiques. Ça ressemble un peu au jeu de Nathalie Lowhead dans le sens où ça reprend une interface informatique dans laquelle rien ne se passe comme prévu. Peter Gabriel est vraiment arrivé en mode « Je suis devenu designer d'expérience ». Et t'ouvres le jeu, il se passe ça. Love Bomb Time. Bref, ce CD, c'est un moyen original de présenter de l'information, et je dois dire que je trouve ça assez drôle. Et puis les mini-jeux sont à se taper le crâne, mais il y a Brian Eno qui dit qu'il va nous guider à travers l'expérience, il est pas d'une grande aide, mais j'apprécie l'effort. Ah, et encore une fois, il y a le délire avec la tête de l'artiste. Ça devient un motif récurrent, les gens ont vraiment envie qu'on rentre dans leur esprit, et je comprends ce rêve de pouvoir établir une connexion claire, directe, parfaite, en laissant les gens rentrer directement dans notre tête et visiter tranquille. Et je comprends aussi qu'en voyant arriver les ordinateurs, les gens se soient dit « ça y est, c'est le moment ». En tout cas, Peter a pris goût à l'exercice, et il a eu envie d'aller plus loin. Et il est allé beaucoup plus loin, on peut pas lui enlever ça. Eve est sorti en 96, et c'est là que Starwave entre en scène. Eve est une expérience beaucoup plus complète et maîtrisée, qui a mobilisé une équipe de 60 personnes sur 2 ans, plus pas mal d'artistes invités, dont Helen Chadwick, Neil Sudo, Cathy de Monchaux et l'incroyable Yayoi Kusama. Le CD-ROM a très bien fonctionné. Il a reçu le Milliard d'or à Cannes en 97. Oui, quand on vous dit que le multimédia dans les années 90 c'était un gros délire, à l'époque il y avait des events, comme ce marché international des programmes interactifs, qui depuis ont été peu à peu ringardisés ou absorbés par les salons uniquement dédiés aux jeux vidéo. D'ailleurs, voici l'interview d'un pauvre patron d'une petite start-up de l'époque, Ubisoft, qui se plaint que venir à cet event ça coûte trop cher et ça ne fait pas vendre. Mais du coup, c'est quoi qui vaut un Milliard d'or dans cette expérience interactive-là ? D'abord, elle est très vaste et complète, avec un aspect aventure, des puzzles, une mise en scène soignée, mais aussi tout un tas de modes d'interaction assez nouveaux qui permettent notamment de créer de la musique en jouant avec le monde, un peu comme dans Biophilia. On crée du son comme par accident, comme si la musique était un hasard découlant de l'existence normale de l'environnement. Je trouve ça beau. Ensuite, l'esthétique du jeu, qui mélange tout un tas d'éléments dans une sorte de collage mixte média, est assez intéressante. Et enfin, il y a beaucoup d'idées dans ce jeu. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais en tout cas, il y a une volonté d'essayer. On visite les bois perdus, comme dans Ocarina of Time. Il y a une métaphore de fécondation éclatée au sol, comme dans Rez. Les textures changent, comme dans LSD. Précurseur, on vous dit. Peter Gabriel, qui a vraiment bossé comme directeur créatif sur le jeu, explique que selon lui, il y a un langage multimédia qui va se développer dans les années à venir. Et il sera développé non pas par lui, mais par la jeunesse, par ceux qui ne sont à l'époque que des enfants. Il voit ça d'un très bon œil. Pour lui, le plus grand problème des humains, c'est la communication. Et il pense que ce nouveau langage pourra aider à résoudre ce problème. Alors quand il parle de communication, ça englobe tout, la politique, la spiritualité, pécho, surtout pécho. Comme Explora One, le jeu est très orny. Et le thème principal,
C'est encore une fois la séparation, genre Adam et Ève se parlent plus, le jardin d'Éden est devenu un tas de merde. Comment faire pour que les gens s'entendent à nouveau et que la société humaine fonctionne? Bref, Peter était vraiment en mode il faut essayer plein de choses, avec enthousiasme, parce que les ordis vont changer le monde et que ça peut être une bonne chose. Franchement, je trouve l'approche plutôt saine. Et il avait raison de penser que notre manière de communiquer allait changer radicalement. Je trouve cool qu'il n'ait pas, comme Laurie Anderson ou les devs de The Eye, cette espèce de snobisme en mode jeux vidéo, truc de con, nous on fait de l'art sur CD-ROM, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il fera plus tard des soundtracks pour Uru et Myst 4. Bref, le jeu est globalement imbitable, parfois éclaté, mais toujours très intéressant. Et il a visiblement été fait avec amour. Pour moi, on est du bon côté du délire multimédia. C'est pas juste un empilement d'art, mais l'exploration d'une forme d'art à part entière. Et c'est pas seulement un objet d'autopromotion, même si ça en est un, c'est aussi une véritable tentative artistique. On a parlé de 10 artistes aujourd'hui. C'est la moitié du programme. On en profite pour prendre une petite pause, respirer un peu. Comment vous vous sentez? Toujours d'attaque? Dans la prochaine partie, il y aura des guns et de la baston, ça va nous réveiller un peu. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a retrouvé quasiment aucun des tropes habituels du JV dans tous les trucs qu'on vient de voir? On s'aperçoit très vite que la cible était pas du tout joueuse et qu'on s'adressait à un public complètement différent. Des gens pour qui juste interagir avec un élément de décor et qu'il se passe un truc, c'était en soi déjà quelque chose de nouveau et ça suffisait à les faire kiffer. Ça faisait déjà longtemps que les gamers avaient complètement perdu cet émerveillement-là. Et personnellement, j'aime bien me le rappeler de temps à autre. C'est un sentiment que je trouve vraiment rafraîchissant et que ces jeux me permettent de retrouver. Mais tout le monde n'a pas été de cet avis à l'époque. Les journalistes JV ont chié sur tous ces projets-là. Ce qui est amusant, c'est que les autres médias portaient un regard très différent dessus. Ils semblaient vraiment voir l'intérêt, alors que la presse spécialisée, pas du tout. Elle avait sa vision très arrêtée de ce que c'était qu'un jeu. Et ouais, ce qui s'est passé à cette période, c'est que d'autres visions se sont développées. Certains y ont vu un terrain expérimental et social, d'autres y ont vu une manière révolutionnaire de mettre en scène des informations et de les rendre accessibles. Pour d'autres encore, c'était une espèce de forme artistique totale, permettant de rassembler toutes les autres. Et un certain nombre de ces personnes, manifestement, ont trouvé qu'il y avait quelque chose de très spirituel dans tout ça. Quelque chose qui a complètement échappé aux journalistes JV. De façon générale, le boom technologique s'est accompagné d'un boom New Age. Les possibilités quasi surnaturelles des ordinateurs ont donné beaucoup d'idées aux gens. Le fait de pouvoir sortir de son corps et en emprunter un autre, voyager à la vitesse de la pensée, communiquer instantanément avec des personnes très lointaines dont on connaissait ni le visage ni l'identité, forcément ça donnait l'impression d'être un pur esprit, on peut pas leur en vouloir. Et honnêtement, je pense que c'est ce genre de choses qui a donné envie à Kanye West de mettre en scène, dans un jeu vidéo, le voyage spirituel de quelqu'un dont il était proche. Le jeu vidéo permet une certaine abstraction, il permet effectivement de se projeter dans autre chose qu'une simple enveloppe humaine et mortelle. Et cette capacité-là, elle va être très utilisée, notamment par les artistes musicaux. Tetsuya Komuro, Sting et Peter Gabriel nous ont déjà montré des choses assez extrêmes en termes d'expérience autobiographique interactive. Si on veut aller encore plus loin dans cette étonnante fusion de l'art et du personal branding, il nous faut un expert. Il faut se tourner vers le maître incontesté de l'automythologie. Prince, si on se souvient de lui, c'est pas seulement parce qu'après avoir écrit 39 albums, il est mort avec encore des centaines de titres enfermés dans un coffre-fort. Ni parce qu'il a été simultanément top 1 des ventes d'albums, de singles et du box-office hollywoodien. Ni parce qu'il était tous les personnages de Jojo à lui tout seul. Et c'est pas non plus seulement parce que c'était un homme abusif et violent. Non, si on se souvient de lui, c'est parce qu'il a tout fait pour. Il a tout fait pour devenir un mythe. C'est pas pour rien si Andy Warhol n'arrivait pas à dormir la nuit tellement il pensait à Prince. Ce que Prince a réalisé, c'est le rêve de Warhol, ni plus ni moins. Le type a vraiment réussi à avoir Prince comme nom de naissance, mais c'était encore trop basique. Du coup, il est passé par une multitude d'autres blazes, dont les terriblement annonciateurs Joey Coco et Jamie Starr, ou encore le type précédemment connu comme Prince. Mais son véritable tour de force, ça a été de devenir ça, le love symbol, délibérément imprononçable, comme si ce type était une entité extraterrestre, entièrement différente de nous autres les mortels. Il a expliqué que le nom Prince lui avait été arraché par la Warner.
encore elle, et qu'il était devenu une marque. Ce move était un moyen de reprendre le contrôle sur cette marque. Contrôler sa propre image, pour Prince, c'était primordial. Il avait sa propre grammaire, son propre style musical, sa propre couleur, son propre gender à lui tout seul, qui est d'ailleurs suggéré par le Love Symbol. Il fallait que tout en Prince soit unique, y compris son CD-ROM. D'ailleurs, vous allez vite vous rendre compte qu'il était suffisamment unique pour être pas mal imité ensuite. Dans Prince Interactive, on arrive en vaisseau devant le manoir de Prince, où on est accueilli certainement pas par lui, mais par une zouze mystère et par une débauche d'imagerie ésotérique. La suite ressemble à un jeu d'aventure plutôt stylé, avec des décors mystérieux, des rencontres incompréhensibles, des mini-jeux pas clairs, une table de mixage cryptique et de subtiles apparitions du chanteur qui, tout en étant partout, ne se laisse jamais approcher directement. On voit que des déformations, des représentations, des reflets. Et pourtant, tout cet univers est une encyclopédie. Non seulement il est une manière de mettre en forme et d'organiser des informations sur Prince, avec les solos de guitare dans un coin, les albums dans un autre, les clips ou les interviews encore ailleurs, mais même les bibelots et les décors sont des moyens de matérialiser sa personnalité, quand il n'est pas tout simplement caché à l'intérieur. Faut savoir que dans la vraie vie, il aimait bien se cacher derrière des rideaux pour apparaître brusquement et faire peur aux gens. Alors dans le jeu, il fait pas exactement la même chose, il fait ça à la place. Pour moi, il y a une raison très claire pour laquelle Prince ne nous accueille pas dans ce manoir. C'est parce qu'on est dans sa tête, de la même manière qu'on a été dans celle de Dog ou des Residents. On visite les pensées, les croyances et les souvenirs de Prince. Et au milieu de tout ça, bien sûr, il y a des images de lui, les 1000 manières dont il a pu se voir et se façonner au cours de sa vie. Mais le Prince réel, lui, il peut pas être tout entier dans sa propre tête. Et surtout, il a bien montré qu'il avait aucune envie d'être perçu comme un être monolithique, tristement matériel, limité à un seul corps et un seul visage. Ce CD-ROM lui a permis de devenir un temple, de rassembler les images qui le constituaient et d'en faire une mosaïque racontant tout son être. Et visiblement, ça a inspiré du monde. Le jeu est sorti en 1994, un an avant celui des Stones, 2 ans avant celui de Sting, 3 ans avant celui de Queen, juste entre les deux CD-ROM de Peter Gabriel, et il a posé les bases d'un certain type d'expérience interactive autobiographique. Il y avait déjà eu pas mal de jeux de musiciens, mais ils cherchaient pas du tout à produire les mêmes effets. Journey, au début des années 80, c'était de l'arcade bête et méchante. L'aventure des Thompson Twins, en 84, c'était, comme son nom l'indique, un jeu d'aventure à l'ancienne. Frankie Goes to Hollywood, en 85, c'était la même chose, mais avec une jauge de baise. Samantha Fox Strip Poker, en 86, allait encore plus loin dans cette direction-là. Les Blues Brothers, en 91 puis 93, j'arrive vraiment pas à croire qu'il y ait 2 jeux des Blues Brothers et aucun jeu Mylène Farmer. C'était de la plateforme tout ce qu'il y a de plus débile. Bref, à l'époque, le but était généralement de faire un jeu normal et de remplacer les sprites par des trucs ressemblant vaguement aux membres des groupes, parce que pourquoi pas. Avec quand même une mention spéciale pour Frankie. En tout cas, c'était ni encyclopédique, ni vaguement religieux, et encore moins introspectif. Les artistes ne participaient même pas au projet. L'exception, c'est Peter Gabriel, qui avait déjà sorti son premier jeu, mais comme on l'a déjà vu, il était vraiment pas aussi abouti que le suivant. Donc ouais, l'idée de se construire un Xanadu mental, c'était un truc assez nouveau. D'ailleurs, une dernière chose sur Prince pour bien comprendre à quel point cette histoire d'image est importante. En 2006, il a reçu un Webby Award. C'est le prix pour quand t'as gagné Internet. Il a été choisi notamment pour avoir été l'un des premiers à utiliser Internet comme moyen de diffusion pour sa musique. D'ailleurs, c'était encore un moyen pour lui de contourner les majors et de prendre un peu de liberté. Mais quelques années plus tard, il a commencé à comprendre qu'Internet, ça voulait aussi dire que des choses allaient circuler sans qu'il ait de contrôle dessus. Ça lui a pas plu du tout. Et il a décidé que non seulement sa musique, mais aussi les photos de lui et tout ce qui touchait à son image ne devrait plus apparaître sur des sites web autres que le sien. Et il s'est retrouvé en procès contre des blogueurs. Prince contre l'union des fans de Prince. Ensuite, il est resté extrêmement salé. D'ailleurs, il a perdu. Et à mon sens, la quote qui résume le mieux la situation, elle est datée de 2010. Internet est mort. Comme MTV, il a rajouté. Prince n'était pas un personnage sympathique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fois où il a essayé d'écraser Michael Jackson avec sa bagnole parce qu'il lui avait foutu la honte devant James Brown. Sa volonté de contrôle, elle commençait avec son image, mais elle s'étendait à tout le monde autour de lui. Dans le cas de cette histoire, c'est plus ridicule qu'autre chose, mais dans le privé, ça devenait vite sinistre. Bref, ne faites pas ça chez vous. Construire son petit temple personnel sur CD-ROM, pourquoi pas? Mais le jour où vous vous retrouverez en procès contre votre propre fanbase, vous saurez que les choses sont allées trop loin. Ça fait un certain temps qu'on est là,
Et je sais qu'il y en a dans la salle qui commencent à se demander si je me suis pas foutu de vos gueules quand j'ai dit... Bref, dans cette vidéo, on va couvrir tous les genres, qu'ils soient musicaux ou ludiques. Frère, tu nous as parlé que de point and click chelou et de Walking Sims en marche. Si ça couvre tous les genres vidéoludiques, je résilie mon Game Pass tout de suite. Eh bien rassurez-vous, on va plonger très vite dans un troisième genre phare des années 90, qui a tout autant de succès aujourd'hui, le rail shooter. Alors il n'y a pas qu'Iron Maiden qui s'est tapé un kiff, puisque Aerosmith avait déjà sorti un rail shooter 5 ans plus tôt, et Kiss signera un FPS l'année suivante. Mais honnêtement, j'avais plus de trucs à dire sur Iron Maiden. Déjà, pour poser le contexte, si vous trouvez que Metallica c'est un groupe de darons, Iron Maiden c'est l'influence principale de Metallica. C'est comme s'ils avaient toujours été là. Mais c'est aussi la principale influence de Lady Gaga, et ils continuent de cartonner chaque fois qu'ils sortent un truc. Alors quel est leur secret pour rester comme ça dans l'air du temps, connecté avec le Zeitgeist? Certainement les nouvelles technologies. Déjà, le jeu dont on va parler accompagnait un album best-of dont le contenu avait été choisi par les fans sur internet. Très moderne. Ensuite, c'est pas leur faute si leur rail shooter il est sorti qu'en 99. Parce qu'en 96, ils avaient déjà lancé un projet, Melt, mais ça n'a pas marché. Puis en 97, ils se sont embarqués dans celui-ci, et ça a été encore un peu compliqué. De toute façon, ils avaient même pas l'air de savoir que c'était un rail shooter. Ils disaient partout qu'ils allaient sortir un shmup, et plus intriguant encore, ils racontaient aussi que le jeu leur avait tout simplement retourné le cerveau. Je cite Steve Harris, « C'est la chose la plus incroyable que j'ai vue de toute ma vie. Je suis difficilement choqué, mais le jeu était juste trop bon. » Eh ben n'attendons pas plus, voyons ce shmup, moi aussi je veux être choqué. Alors le jeu a été développé par Synthetic Dimensions, à qui on doit notamment l'étonnant Druid Demons of the Mind. Ces différents niveaux sont adaptés des pochettes d'albums du groupe, ce qui est plutôt cool. Et on y incarne l'inénarrable mascotte du groupe, Eddie, qui donne son nom au jeu et à l'album, Headhunter. Eddie est une figure protéiforme qui est sur toutes les pochettes d'Iron Maiden depuis le néolithique, mais avec toujours une gueule différente. C'est comme une sorte de divinité avec ses avatars, ses enseignements et ses moves de malade. Enfin voilà, je trouve le jeu très drôle, mais on va peut-être pouvoir passer à autre chose. À moins qu'Iron Maiden n'ait signé un autre jeu en 2018. Un jeu qui cette fois aurait reçu un très bon accueil. Un jeu truffé de milliers de références au lore construit par le groupe pendant des décennies, allant jusqu'à intégrer des éléments à peine mentionnés dans des random chansons des 90s. Un jeu qui les aurait tellement choqués, pour de vrai cette fois, qu'ils l'auraient adapté sous la forme d'une gigantesque tournée mondiale triomphante. Et bien tout ceci est arrivé avec Legacy of the Beast, un RPG sur mobile qui est à la fois hyper intéressant, on avait déjà vu des albums ou des chansons adaptées en jeux vidéo, mais jamais une performance adaptée d'un jeu lui-même adapté d'un groupe. Attendez, si on a vu ça il y a une demi-heure avec les Residents, arrêtez tout. On fait tellement de découvertes aujourd'hui, il faut que je mette à jour ma liste des choses qui existent. Quoi qu'il en soit, Legacy of the Beast est un objet assez intéressant. Mais vous voyez, depuis tout à l'heure, on est un peu sur le fil entre, d'un côté, le jeu expérimental dans lequel une personne nous montre ce qu'il y a au fond de son âme, et de l'autre, une pure machine de marketing de masse. Legacy of the Beast a pris ce fil, si fragile, si ténu, et il a tissé un tote bag promotionnel avec. 15 € le tote bag. Du coup, il entre pas vraiment dans le thème, il est pas plus bizarre que ça, il a pas cette vibe 90s rétro qui rendait Headhunter si savoureux, et le groupe a même pas participé au développement. Éliminé. Le jeu de Motorhead est une merde. Est-ce que vous voulez tabasser Dolly Parton parce que vous aimez pas sa musique? Tabasser des japonais parce qu'ils font du karaoké? Tabasser Zébulon pour aucune raison? Moi pas. Allez, j'ai passé 20 secondes dessus, c'était 20 secondes de trop déjà. Poubelle. C'était le plus évident de la liste. Celui que tout le monde aurait cité si on avait demandé « c'est qui le musicien super connu qui fait des jeux vidéo ?» Mais ça n'empêche pas qu'on ait des choses à dire. Déjà, récapitulons. On sait que Jackson a signé Moonwalker. On commence à savoir qu'il a envoyé à Sega toute une cassette de composition pour Sonic 3, dans laquelle il faisait tous les instruments à la bouche, précisons-le. Mais que cette cassette n'a pas été utilisée, probablement parce qu'en 93, MJ était déjà beaucoup moins fréquentable qu'en 92. Mais par contre, personne parle de ça.
Welcome everyone to Scramble Training. Scramble Training et Megalopolis Tokyo City Battle, ce sont des attractions immersives style Futuroscope. La première est présentée par Michael Jackson, et dans la seconde, il apparaît juste, mais on peut quand même noter qu'elle a été conçue par un jeune designer encore peu reconnaissable à l'époque, Tetsuya Mizuguchi. Le même Tetsuya Mizuguchi, qui produira en 1999 Space Channel 5, puis sa suite en 2002, deux jeux dans lesquels apparaît encore Jackson. Bref, on voit qu'après s'être fait recal par Nintendo, il a décidé de s'accrocher à Sega. Et à chaque fois, c'est lui qui venait les solliciter. C'est lui qui voulait absolument faire Moonwalker, et c'est lui qui, après avoir testé Space Channel 5, a demandé à y apparaître. D'ailleurs, Mizuguchi a failli refuser, parce que la release était déjà proche et le développement pas vraiment en avance. Ça s'est fait un peu à l'arrache, et c'est seulement dans le 2 qu'ils auront le temps de lui donner une présence plus importante. Ce qui est intéressant, c'est que l'esthétique du jeu était inspirée dès le départ par les clips de Michael Jackson. Et aussi, on le dit moins, par ceux d'un certain Peter Gabriel. Mais commençons par le commencement. Comment ça s'est fait cette affaire ? Eh bien, on sait pas tout, mais on sait qu'en 88, alors qu'il est de passage à Tokyo pour une tournée et que le film Moonwalker cartonne, MJ est invité dans les bureaux de Sega, et que son interprète à l'époque sera le jeune Mark Cerny. Si vous connaissez pas, c'est le type qui a fait Marble Madness. Depuis, il a aussi bossé sur Kid Chameleon, Sonic 2, Crash Bandicoot, Spyro, Jak and Daxter, Ratchet & Clank, Uncharted, God of War 3, The Last Guardian, Death Stranding, Miles Morales, et il a été le principal designer de la PS Vita, de la PS4 et de la PS5. Mais pour l'instant, il fait juste visiter les locaux de Sega à Michael Jackson, laissez-lui le temps. On sait aussi qu'en 89, le chanteur reviendra dans les studios, par surprise cette fois, pour voir l'état du projet et faire des recommandations, avec beaucoup de tact d'après les développeurs. Entre-temps, ils échangent par fax, et MJ leur envoie, c'était une manie visiblement, une cassette avec 60 minutes d'enregistrement de voix en freestyle. Il envoie aussi à l'équipe qui fait la version arcade une lettre d'instruction qui vaut son pesant de cacahuètes. Il faut que Michael tue personne sauf le boss final. Il faut remplacer les attaques violentes par la magie de la danse. Il faut pas sauver des bébés mais juste des enfants. Il faut pouvoir jouer à 3 sur la borne. Pour le multi, il faut pas inclure les frères de Michael, mais des variantes de lui-même. Il faut que les 3 players puissent se synchroniser pour faire une attaque de ouf. Il faut inclure le singe Bubbles. Et surtout, il faut que le singe transforme Michael en robot de la mort. Personnellement, je trouve que ça entre en contradiction avec les 2 premières instructions, mais c'est pas moi qui design le jeu. Ce qui est intéressant pour moi dans cette liste, c'est qu'elle montre à la fois l'investissement de Jackson dans le projet, et ce qu'il espérait en tirer. C'était vraiment un moyen supplémentaire de se mettre en scène, de contrôler son image, et de devenir un personnage. Il a été parmi les premiers à le faire dans le JV, mais ça reviendra pas mal. Avec Motorhead, avec les Stones, avec Nicki Minaj dans Call of Duty. Début 90, on est dans la période où les marques utilisent beaucoup le jeu vidéo comme outil publicitaire, mais avec assez peu de subtilité généralement. On est en train de comprendre comment il peut être utilisé pour construire des narratifs, Michael Jackson sauve des enfants, pour créer une identification. J'ai été Michael Jackson pendant quelques minutes et mes 2 autres potes sur la borne étaient aussi Michael Jackson. Pour établir la puissance d'une marque, Michael Jackson est tellement une star que Sega a mis des bornes de son jeu partout. Et pour changer une personne en personnage. Dans le jeu vidéo, on parle beaucoup d'incarner un personnage, dans le sens où on entre à l'intérieur, on adopte sa forme, ses attributs, et c'est comme si cette enveloppe matérialisait dans le jeu notre volonté. Mais c'est tout le contraire d'une incarnation, c'est une abstraction totale. On se projette dans une image, dans l'idée d'un corps. C'est un exercice mental. Le jeu se déroule davantage dans nos têtes que dans la machine, et ce qu'on construit par le jeu, dans nos têtes, avec l'aide de la machine, c'est cette correspondance entre nous et un personnage abstrait. Dans le cas de Michael Jackson, ce personnage est modelé sur une personnalité publique, qui est elle-même un masque porté par une personne réelle. Il y a plusieurs Michael Jackson. Je dis pas ça parce qu'ils sont 3 dans le jeu et qu'il faut que vos 2 potes puissent aussi être Michael Jackson. Je dis ça parce qu'il y a un humain concret, mortel, mort, puis il y a une image publique, une marque, un mythe, qui évolue avec le temps mais qui est quand même beaucoup plus durable. Et enfin, il y a ce personnage de jeu vidéo, qui est l'une des représentations de ce mythe, et qui participe à le construire. Si vous créez 10, 100, 1000 représentations d'une même chose, elle devient de plus en plus abstraite. C'est ce que Prince a réalisé avec ses identités successives, Jackson avec son usage de la vidéo, du cinéma et du jeu, Iron Maiden avec les métamorphoses d'Eddie. Et le jeu vidéo est un outil très puissant pour ça. Le fait de voir Mario survivre à travers les décennies, les plateformes et les médias, sous des centaines de formes différentes, sans jamais disparaître, ça en fait une figure très, très puissante, apparemment immortelle. Un être vivant, il existe en un point, quelque part.
et il suffit de peu de choses pour qu'il disparaisse. Mais une figure comme celle-ci existe seulement dans l'esprit des gens, et plus elle est partagée par un grand nombre d'esprits, plus son existence est forte, et plus la place qu'elle occupe dans ces esprits est intime, plus sa pérennité est assurée. Et la personne concrète, elle peut utiliser l'aura du personnage public à son avantage. Si au lieu d'être perçu comme un random être humain, t'es perçu comme un personnage qui est dans toutes les bornes d'arcade, depuis Akihabara jusqu'à Sablé-sur-Sarthe, forcément ça te donne un ascendant. Et on a très bien vu, ces dernières années, quel pouvoir cet ascendant donnait et comment il pouvait être utilisé. Ça explique que des types comme Michael Jackson ou Prince aient tant œuvré pour alimenter leur mythe et augmenter sa puissance. Donc les discours à base de séparer l'homme de l'artiste, ils semblent oublier que plus l'artiste est révéré, plus l'homme est dangereux. Enfin, tout ça pour dire que ce qui se passe dans les jeux vidéo, c'est plus une désincarnation que le contraire, et que MJ a utilisé ce phénomène pour renforcer son image. Le moyen le plus simple d'introduire une figure publique dans un jeu vidéo, c'est d'en faire un personnage de jeu de baston. Ça a aussi été fait pour Michael Jackson dans Ready to Rumble 2 en 2000, mais tout le monde s'en fout. Il existe un exemple beaucoup plus mémorable, c'est les jeux Def Jam. Un épisode baston en 2003, un épisode action en 2004, un autre jeu de patates beaucoup plus rythmique en 2007, un karaoké en 2010, et dès le départ, une liste de guests tout simplement imbattable. Lil Kim, Snoop Dogg, Mobb Deep, Ice-T, Exhibit, DMX, Ludacris, Busta Rhymes, Sean Paul et une partie du Wu-Tang Clan. Def Jam, avant d'être une série de jeux, c'est l'une des plus grosses boîtes de prod de l'histoire du hip-hop. C'était l'occasion rêvée de faire le Smash Bros du rap game. Et le résultat est franchement bon. Ce qui fait la force des jeux de baston, c'est souvent les personnages. Les annonces de nouveaux persos ont toujours été très attendues et discutées, les différentes licences mélangent régulièrement leur roster pour encore plus de drama, depuis 20 ans les fans s'amusent à rajouter tous les persos possibles et imaginables dans leur propre jeu de combat custom, et c'est de la scène de baston qu'ont émergé les tier lists, qu'on utilise aujourd'hui pour nourrir tous les débats, depuis la course au meilleur fromage jusqu'à l'élection du pire perso de Bob l'éponge. Et pour moi, cette fixation sur les persos, elle pose une énorme question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on stan des persos ? Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à les comparer les uns aux autres ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on aime les contrôler ? C'est devenu normal, mais quand on y réfléchit 2 minutes, Snoop Dogg c'est une vraie personne. Il est probablement en train de présenter une émission de cuisine alors qu'il est. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi ? À contrôler une effigie de lui ? Et à m'en servir pour tabasser des gens, je sais même pas qui c'est. Voodoo shit ? J'ai pas de réponse à cette question, mais je voulais juste la poser. En tout cas, nombreux sont les artistes qui veulent qu'on utilise des petites versions de eux en 3D pour tabasser des gens. Puisqu'un an avant le premier Def Jam, on avait déjà eu droit à Wu-Tang Shaolin Style, et qu'en 2005, puis en 2009, la Providence nous offrira non pas un, mais 2 jeux 50 Cent. Le premier, 50 Cent Bulletproof, a même été écrit par Terence Winter, scénariste pour Les Sopranos et créateur de Boardwalk Empire. Ce que je trouve hilarant, c'est les 2 styles très différents d'implication des artistes dans ces projets. D'un côté, il y a 50 Cent qui était là régulièrement avec tout son groupe. Ils ont fait des enregistrements et des photos pour aider les artistes 3D, du son. Pour Bulletproof, il a même ramené son fils qui a demandé à ce qu'il y ait des hélicos dans le jeu. Et en face, t'as le Wu-Tang qui s'est pas pointé une seule fois au studio, si bien que les devs, qui étaient pas spécialement connaisseurs du groupe et de son lore, étaient complètement du père. Genre Method Man ou RZA, ils situaient à peu près, mais quand il a fallu intégrer les persos un peu plus précis, ça a été du sport. Genre c'est qui You God. Mais même avant que ça devienne un jeu sur le Wu-Tang, ce développement a été un véritable cirque. Genre, avant de partir sur un jeu Wu-Tang, la boîte voulait faire un Parappa-like avec Puff Daddy. Mais encore avant ça, ils avaient commencé à développer un jeu de sport avec des Aztèques, et leur publisher, Virgin, on rappelle, c'est la boîte qui a été lancée par le premier album de Mike Oldfield, leur a continuellement demandé de rendre le truc de plus en plus violent, jusqu'à ce que ça devienne une espèce de merdier BDSM dans un asile où t'arrachais les membres des gens. Pas de bol, c'est à ce moment-là qu'EA a racheté une partie de Virgin Interactive, et s'est retrouvé avec les droits de ce qui était devenu Thrill Kill. Les types sont arrivés, ils ont fait la même tête que le bassiste d'Iron Maiden en jouant à Headhunter. Tout simplement choc barre. Le jeu a été annulé. Et c'est ainsi que les mécaniques ont pu être recyclées pour faire le jeu Wu-Tang. Au final, c'est de la baston en arène, avec des armes variées, et un mélange entre l'esthétique des films de kung-fu et celle du rap East Coast. Pas de quoi arracher 3 pattes à un canard, mais si vous aimez le Wu-Tang, franchement, allez-y. Parce que, très clairement, la fonction de ce jeu, comme des jeux de Michael Jackson, Iron Maiden ou Prince, c'est renforcer un lien qui existait déjà. C'est peut-être un jeu de baston moyen, mais on peut jouer Method Man. C'est un beat'em all pas extraordinaire, mais on peut faire les meilleurs moves de Jackson. C'est un FPS carrément à chier, mais il se joue dans les décors des pochettes des albums, et ils sont en 3D.
C'est un point and click, pas besoin d'adjectif pour celui-là, mais il permet d'entrer un peu plus loin dans l'univers de Prince et d'y passer du temps. Mine de rien, passer du temps dans des univers qu'on aime, et se rapprocher de personnages qui nous parlent, c'est deux des principales raisons qui font que les gens jouent aux jeux vidéo. Et s'il y a bien une chose que ces projets-là avaient comprise sur le jeu vidéo, c'est ça. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez sur David Bowie. Lui aussi aurait dû faire partie du club des gens qui ont fait de la musique pour le film Les Razmoket. Comme Devo, comme Iggy Pop, comme Laurie Anderson. Il a écrit une chanson spécialement pour. C'est même cette chanson qui a marqué ses retrouvailles avec Tony Visconti. Ils ont fait 4 albums ensemble après s'être retrouvés pour Les Razmoket, mais la chanson a été coupée. Il y avait juste plus de place après No Doubt, Busta Rhymes, Devo et les putains de bébés chanteurs. Bon, c'est pas le sujet. Il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter de parler de ce film. David Bowie et les jeux vidéo. Pour la promo de son album Black Tie White Noise, Bowie a demandé à une boîte inguessable de lui faire un CD-ROM nommé Jump, qui sortira en 1994. David voulait créer un univers totalement interactif, avec une narration non linéaire. Il voulait voir naître une expérience qui serait parfaitement unique et entièrement renouvelée pour chacune des personnes qui y toucheraient. Voici Jump. David était inconsolable en voyant le résultat. Il a tellement haï ce jeu qu'il s'est mis à dire ensuite que tous les CD-ROM étaient à chier sur les murs. Pour moi, dit David, interactif, ça veut dire que la personne qui joue est censée jouer un rôle aussi important que ce qui est à l'écran. Ça, c'est interactif. Mais pour le moment, même les CD-ROM les plus sophistiqués sont juste en mode « Tiens, voilà de l'information, maintenant, choisis l'un de ces 3 chemins. » David a pas tout à fait tort, mais en attendant, son jeu c'est le plus éclaté de tous. Il y a 3 pauvres écrans de point and click, la même misérable table de mixage que dans tous les autres jeux mais en pire, un éditeur de clips comme dans la série Make My Video de Sega, qui avait fait des jeux flingués pour Chris Cross et Marky Mark, et c'est tout. Les rares interactions ont visiblement été plagiées sur pouce-pouce, pas d'ésotérisme, pas d'expérience ultra sensorielle, pas de baston, même Brian Eno est pas là alors que David Bowie avait assuré dans une interview avec le Times qu'il préparait un CD-ROM avec lui. Il t'a lâché pour Peter Gabriel ou quoi ? Les critiques que David formule sont plutôt justes. C'est vrai que dans la plupart des CD-ROM qu'on a vus, l'interaction est limitée. Mais visiblement avec ce projet, il a compris pourquoi. Après la sortie du jeu, il a d'ailleurs dit qu'en voyant cette merde, puis en regardant autour de lui les CD-ROM des autres rockstars, il s'est dit « C'est tout ?» Et apparemment à l'époque ça l'avait motivé à commencer un nouveau projet, mais on n'en a plus jamais entendu parler. Alors à la place, il a fait d'autres trucs dans le domaine des technologies obscures. Genre en 96, il a été l'un des premiers artistes à vendre un single exclusivement sur internet. En 98, il a lancé le fournisseur d'accès BowieNet, qui a eu jusqu'à 100 000 clients avec des adresses en @DavidBowie. Puis en 99, il a lancé un concours pour coécrire une chanson avec lui. Alors les médias ont pété un fusible et appelé ça la première cyber-chanson. En tout cas, elle a effectivement pour sujet internet et elle a fini sur l'album Hours, qui a été l'un des tout premiers albums disponibles en téléchargement. Mais vous savez ce qu'il y a d'autre sur l'album Hours ? Une partie de la soundtrack d'Omicron de Nomad Soul. Normalement à ce stade, il y a la moitié d'entre vous qui a la tête entre ses mains parce qu'elle pense qu'on va parler du Covid, et l'autre moitié qui a la tête entre ses mains parce qu'elle sait exactement de quoi on va parler. Omicron, sorti en 99, c'est le premier jeu de David de Grutola, qui est tout à fait dans le thème de cette vidéo puisqu'avant de devenir game designer, il était musicien. D'ailleurs, la première chose qu'il a faite après avoir écrit 200 pages de script pour ce projet qui n'existait pas encore, c'est le montrer à tous ses amis du business qui lui ont dit d'abandonner cette merde et que de toute façon elle n'était pas faisable. Alors au final il l'a faite quand même. Le bon côté c'est que ça a donné un jeu honnêtement intéressant. Le mauvais côté c'est que ça a lancé la carrière de Stipe, qui a ensuite changé de nom pour devenir David Cage. Mais quel rapport avec Bowie du coup ? Eh ben David Bowie a fait la soundtrack du jeu, avec Reeves Gabrels et Gaylan Dorsey, la chanteuse avec qui il a repris Oh Superman de Laurie Anderson. Les 3 artistes ont aussi prêté leur voix et leur visage à des persos du jeu, pour lesquels ils ont également fait de la motion capture. Même l'épouse de Bowie, Iman, est venue faire de même. Et surtout, mais très mystérieusement, Bowie serait venu passer 2 semaines à Paris pour, je cite, des sessions de design intensives. On n'en sait pas plus. En tout cas, il s'est réellement investi dans ce jeu, qui ressemblait à un moyen de se venger après la déception de Jump. J'ajoute qu'en venant au studio, il a amené son fils, comme 50 Cent, sauf que son fils c'est Duncan Jones,
énorme gamer qui réalisera plus tard l'adaptation de Warcraft au cinéma. Alors Omicron, comment ça marche ? Eh bien, on va citer l'un des principaux designers du jeu, Phil Campbell, qui a trouvé cette formulation très éloquente pour décrire cette expérience. C'est le premier jeu bouddhiste du monde. Bouddhiste avec des guns. Pas mal, non ? Mais pourquoi bouddhiste du coup ? Parce que quand on meurt dans ce jeu, on se réincarne dans un autre personnage. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas vraiment de perso principal, juste cette nomade soul qui peut habiter une quarantaine d'hôtes différents. Ça vous rappelle quelque chose ? Exact, c'est peu ou prou ce que les Residents avaient fait avec Bad Day on the Midway 4 ans plus tôt. Mais c'est aussi ce que Osamu Sato avait fait avec Eastern Mind, The Lost Souls of Dongnu, encore une année avant. On en reparlera. Mais alors, est-ce que cette histoire de réincarnation, ce serait spécifiquement un truc de Zikos ? Mon autre théorie, c'est que c'est le genre de choses auxquelles on pense volontiers quand on n'a pas encore le cerveau pourri par le game design et qu'on réfléchit tout à coup aux jeux vidéo. Quand on travaille dans le milieu, on peut ne plus trop réfléchir aux implications très basiques du JV. Mourir, recommencer, c'est des mécaniques de base. On va faire en sorte qu'elles soient pas trop pénibles, mais on va pas se réveiller tout à coup en mode « c'est tellement spirituel en fait ». Alors que typiquement quand tu dis à une personne lambda, profil plutôt créatif, « je meurs, puis je reviens à la vie », ben, la première chose qui leur vient à l'esprit c'est pas « j'espère que j'avais sauvegardé il y a pas trop longtemps ». C'est « Bouddha avait tout prévu ». C'est arrivé aux Residents, c'est arrivé à Sato, c'est arrivé à David de Grutola, et quand il a présenté son idée à Bowie, un mec qui a passé sa vie à changer de nom, d'apparence et de persona, forcément il s'est dit « mais bien sûr, c'est beaucoup moins con que Jump !» On va faire ça. Alors c'était parti. Et fidèle à lui-même, quand on l'a interrogé à l'E3 sur ses intentions pour ce projet, il a dit qu'il voulait aller à contre-courant des soundtracks clichés de jeux vidéo. Ce qu'il voulait, lui, c'était se concentrer sur le sous-texte émotionnel du jeu. Je suis désolé David, mais les compositeurs de jeux vidéo faisaient déjà un peu ça. Dans la lignée de son idée de départ, Omicron se développe comme un jeu complètement ésotérique, en mode quête de la vérité absolue. Le nom de Nomad Soul nous est donné par un être indéfini, l'éveillé, qui chapeaute une conspiration avec une créature mystique, Boz, et sa secte ancestrale. Il y a aussi une évolution politique dans le jeu. On commence par jouer un flic, à la poursuite des ennemis de l'État, et on finit par rejoindre la résistance contre l'oppression. Au final, ça ressemble beaucoup au scénario de Queen's Eye. Et l'autre point commun, c'est que les deux sont très mal écrits. Le jeu souffre aussi de son ambition. Il a voulu être le jeu ultime. Ne faites pas ça chez vous. De la même manière que les CD-ROM multimédia collaient ensemble des formes artistiques, celui-là a essayé d'assembler tous les gameplays possibles. Aventure à la troisième personne, baston en vue de côté, shoot à la première personne, et le résultat c'est qu'aucun d'eux n'est vraiment maîtrisé. Le jeu a pas mal divisé la critique. Il devait sortir sur les deux PlayStation, mais il a fini seulement sur la Dreamcast, et sa suite a été annulée. Il a eu droit à un triste revival en 2021, quand Omicron est devenu le nom d'un variant, et que les complotistes ont ressorti des cutscenes du jeu en essayant d'établir un lien avec Bill Gates. Bref, c'était quand même beaucoup mieux que Jump. Il y avait des idées qui étaient transformées en tentatives, et quelquefois en moments de jeu marquants. Et cette question du point de vue, qui est posée par la mécanique de réincarnation, c'est quelque chose que le jeu vidéo permet d'explorer d'une manière vraiment nouvelle. C'est une véritable piste pour tenter de donner du sens aux interactions de jeu. Et c'est pour trouver ce genre de piste qu'amener vers le JV des personnes venant d'autres domaines peut être vraiment intéressant. Vous vous souvenez quand Björk a voulu faire une installation artistique et que le destin en a décidé autrement ? Eh bien, l'histoire se répète. C'est exactement ce qui est arrivé à Kid Amnesia 10 ans plus tard. Il a été conçu pour le Victoria and Albert Museum, mais le lieu s'est finalement avéré trop petit. Il aurait pu finir dans le Royal Albert Hall, mais le conseil de la ville a fini par le rejeter. Et on aurait pu explorer encore d'autres options, mais il y a eu un contretemps. The respiratory disease, which causes pneumonia-like symptoms, has infected almost 84,000 people in more than 50 countries. Comme Björk, Radiohead aurait voulu faire voyager son expo à travers le monde. Mais l'idée même de voyager était devenue un problème. Le projet était finito. Aussi finito que le mystérieux CD-ROM de David Bowie avec Brian Eno. Aussi finito que le grand projet de Kanye West avec Nintendo. Aussi finito que l'éthique de la moitié des mecs dont on a parlé aujourd'hui. Mais non, vous le savez, Kid Amnesia, ça a vraiment existé. Et d'une manière beaucoup plus accessible et probablement plus mémorable que ne l'aurait été une exposition conventionnelle. Tom York le dit lui-même. Ils ont d'abord pensé que le projet était mort dans l'œuf, puis ils se sont aperçus que la disparition de toutes les contraintes matérielles et logistiques qu'implique une réelle exposition, ça allait en fait le rendre bien meilleur.
Ce qui a fait de ce projet une réussite, c'est qu'ensuite il n'est pas resté une tentative pour faire une expo normale. L'équipe n'a pas couru après cette idée de départ qui avait été perdue. Elle a profité de ce changement de format pour partir sur quelque chose de nouveau. Les intentions étaient les suivantes. D'abord, il fallait pas que ce soit construit et vécu comme une simple exposition. C'est un ancien temple, longtemps abandonné, qu'on redécouvre. Comme Breath of the Wild. Comme Shadow of the Colossus. Ensuite, il fallait que ce soit une traduction de la musique en espace. Programme ambitieux. Troisièmement, il fallait qu'on puisse emprunter des chemins différents sans qu'aucune direction ne soit sans issue. Et surtout, la contrainte la plus importante, tout ce qu'on entreposait dans ce temple devait avoir été créé par Radiohead pendant la préparation des albums Kid A et Amnesiac. Aucune création nouvelle. On prend ce matériau de base et on compose avec. Le résultat, c'est que Kid Amnesia est une interprétation complètement renouvelée d'une création ancienne. C'est à la fois un témoignage de ce qu'a été le développement de ces albums et une continuation de ce même développement. Mais pourquoi mélanger ces deux albums au départ ? Et pourquoi les transformer en une espèce de cathédrale zinzine ? Eh bien, pour commencer, ils ont été enregistrés en même temps. Ils auraient dû être un double album, mais ont été jugés trop riches pour ça. Ils ont donc vécu leur vie séparément avant de se retrouver enfin, 21 ans plus tard, dans cet ensemble-là. Ensuite, ces deux albums étaient beaucoup plus expérimentaux que les travaux précédents du groupe, et ça les a pas empêchés d'être très bien reçus. Rolling Stones a nommé Kid A 20e meilleur album de l'histoire, et je comprends que ça donne envie de continuer, d'aller plus loin. Enfin, ces travaux ont été vécus comme une renaissance par le groupe, qui a connu une période de crise après la sortie d'OK Computer en 97. Alors, je peux aussi comprendre qu'ils aient eu envie de commémorer et de revivre ça. Mais ils ont fait une autre dinguerie avant Kid Amnesia. Petit intermède. En 2014, 3 ans après Biophilia de Björk, 1 an après Art Pop de Lady Gaga, Radiohead a sorti une appli. Une expérience synesthésique en réalité augmentée. Abstraite, mystique, expérimentale, extrêmement réussie. Polyphona était une continuation de l'album The King of Limbs, sorti 3 ans plus tôt. Et elle a été signée par le studio Universal Everything. Et le résultat est le walking sim le plus hardcore que vous puissiez imaginer. Les visuels du jeu ont une texture très forte, qui les rend presque illisibles. C'est comme l'ouragan opaque d'un tableau de Turner, mais jouable. Genre, tu sais que t'es en train de te mouvoir dans un espace, mais il est tellement trouble, tellement chaotique, que tous tes repères disparaissent. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans cet oubli complet de toute orientation, de toute cohérence, de toute rationalité. T'abandonnes jusqu'au souvenir d'une société humaine organisée, et tu finis par accepter complètement le bad trip et par te laisser porter, comme si la musique avait entièrement pris le contrôle de ta conscience. Et le plus grave, c'est qu'il y a même eu un Polyphona 2, tout aussi choquant. J'ai presque rien à dire sur ce jeu tellement il est juste réussi et très simple. C'est un jouet audiovisuel, quoi. Et le principe est proche de celui de Kid Amnesia, transformer des chansons en environnement, et permettre aux gens d'expérimenter ces environnements, de s'y perdre et de s'y abandonner. L'idée, c'est que deux personnes ne puissent pas avoir la même expérience en jouant. C'est exactement ce que Bowie voulait faire, mais on rappelle qu'il a fait ça à la place. Bon voilà, l'appli était très bien. Revenons au sujet. Kid Amnesia Exhibition est sorti en 2021. C'est un jeu d'exploration reprenant l'imagerie des deux albums dont il porte le nom. Ça a été une grosse production. Collaboration de 2 studios, Name the Machine et Arbitrarily Good Productions, autour des inputs de Tom York, du producteur Nigel Godrich et du cover artiste Stanley Donwood. Jusque-là, tout semble normal. Mais il y a un piège. Un détail a complètement transformé la réception de ce truc. Il a été publié par Epic. Kid Amnesia n'est pas radicalement différent des expériences interactives dont on a parlé jusqu'à présent. Comme elle, ce jeu accompagne la sortie d'un album éponyme, un best-of. Comme elle, il est discrètement interactif, un peu ésotérique, avec un côté documentaire et behind the scenes, mais aussi la volonté de créer un espace à part entière. Et certes, Kid Amnesia est plus récent et a été produit avec davantage de moyens, mais voilà la grande différence. Ces autres expériences s'adressaient à un public qui ne jouait pas aux jeux vidéo. Et elles étaient vraiment marketées comme du multimédia. alors que cette fois, avec l'étiquette d'une des plus grosses boîtes de JV au monde, connue pour produire des jeux très accessibles, très grand public, c'était pas du tout la même affaire. Pas du tout la même cible. Et pas du tout la même époque.
Aujourd'hui, on est très habitué à voir du contenu promotionnel ou publicitaire qui adopte un format expérimental. D'ailleurs, Kanye West a abandonné son projet de jeu, mais il a sorti à la place une appli imbitable avec Balenciaga. Le monde de la mode en particulier pompe tellement toutes les idées des avant-gardes d'hier et d'aujourd'hui qu'on s'est vraiment familiarisé avec cette imagerie. Le résultat, c'est que Kid Amnesia a été très bien reçu, et a plu à plein de gens pour qui l'art expérimental n'avait jamais été une option. Beaucoup plus que les expériences dont on a déjà parlé, Kid Amnesia a rempli son rôle d'objet promotionnel. D'ailleurs, pour sa sortie, des items Radiohead ont été ajoutés à Fortnite, Fall Guys et Rocket League, les jeux les plus populaires du moment. Ce que j'arrive vraiment pas à imprimer, c'est comment Tom York, qui en 98 était à ça de se tirer une balle parce qu'il se sentait déshonoré, immoral, sali, par le fait que son album se soit vendu et qu'il fasse donc plus partie du club des poètes maudits, a pu signer sans sourciller un accord pareil avec Epic et envoyer sa mascotte faire des Harlem Shake dans Fall Guys. On plonge vraiment de plus en plus profond dans cette relation sordide entre le snobisme de l'avant-garde et le cynisme du divertissement. Le pire, c'est que je trouve le résultat vraiment bon, quoi. Pas révolutionnaire après tout ce qu'on a vu, mais je suis bien content qu'une expérience un peu zinzine comme ça ait trouvé son public et que ce public soit énorme. Mais il va falloir qu'on finisse par le trouver, cet équilibre de positionnement artistique que tout le monde semble chercher depuis le départ. On a honte de faire sa pub, on a honte de faire des trucs de snob, on a honte de vendre, on a honte de pas vendre. Alors on fait quoi ? En 2007, des fans de Nine Inch Nails ont découvert, au dos d'un t-shirt détaillant les dates de leur prochaine tournée, une série de lettres en surbrillance écrivant le message « I am trying to believe ». C'était doublement inquiétant. D'abord parce que ça faisait un peu penser à X-Files, ensuite parce qu'une recherche Google à partir de cette formule menait tout droit vers un site web parfaitement étrange décrivant une dérive des États-Unis, à partir du gouvernement Bush, vers un régime de plus en plus sombre et totalitaire. Les gens étaient légitimement choc-barres et se sont mis à éplucher chaque détail du site. Mais ça les a menés vers d'autres sites. Des dizaines de sites en fait, avec toujours plus de détails accablants sur la descente aux enfers des US, la montée d'une église chrétienne intégriste, le déploiement d'un complot pharmaceutique et les traces d'une possible résistance. Et les choses ont pris une tournure encore plus troublante quand le spectrographe d'une piste leakée a révélé aux internautes l'existence d'une entité indéfinie, la présence. Bon, vous l'avez compris, Nine Inch Nails avait sorti un ARG, jeu en réalité alternée, c'est-à-dire un jeu faisant apparaître une fiction au sein du monde réel. Ce sont de vrais sites web, de vrais numéros de téléphone, de vrais t-shirts, mais l'histoire qu'ils racontent, c'était pour rigoler. C'était Year Zero, le moyen pour le groupe d'annoncer la sortie de l'album du même nom. Les ARG peuvent être très rigolos, mais ils ont un gros défaut, c'est que la plupart du temps ils servent à nous vendre quelque chose. Et la société avec laquelle Nine Inch Nails a bossé pour cet ARG, 42 Entertainment, est mondialement connue pour faire des campagnes de communication sous cette forme. Elle a monté des projets similaires pour Halo 2, pour Batman, pour Tron Legacy. Mais c'est là qu'on arrive à la partie intéressante. Trent Reznor, le leader du groupe, s'est beaucoup plaint que Year Zero, l'ARG, soit perçu comme de la publicité pour Year Zero, l'album. Pour lui, les deux étaient une seule et même chose. C'était pas une pub pour vendre une œuvre. La pub, c'était déjà le commencement de l'œuvre. Et ça fait sens parce que dans ce cas précis, l'album se repose sur l'ARG autant que l'inverse. Les deux sont interdépendants et participent à créer un seul univers transmédia. Et oui, au final, le projet est commercial, comme tous les albums que le Billboard a connus dans son histoire. Même les plus underground, les plus indépendants, les plus expérimentaux. L'immense majorité des œuvres qui touchent un public large aujourd'hui sont commerciales. Et on a collectivement accepté ce contrat tacite selon lequel coller une valeur économique sur un objet ne lui retire pas sa valeur artistique. Il faut bien manger, quoi. En revanche, un objet qui sert à en vendre un autre, ça, on trouve ça vraiment sale. On fait une nette différence entre celui qui existe pour lui-même et celui qui existe pour mettre l'autre en valeur. Le premier est une œuvre, parce que son existence ne sert aucun but. C'est elle-même qui importe. Et toute sa valeur est intrinsèque, comme si c'était un être vivant. Et toutes les créations qui ne correspondent pas à cette description sont généralement moins prestigieuses. Il y a le roman qui tient tout seul, et la fanfic qui se repose dessus. Il y a les objets d'art qui existent pour eux-mêmes, et les objets utilitaires qui servent une fonction. Il y a le film, et il y a le trailer. Mais ce qui fait l'intérêt de tous les objets qu'on a découverts aujourd'hui, c'est qu'ils se situent tous quelque part entre ces deux définitions. Entre la création originale et les bonus de DVD. Même ceux qui ne servent pas à faire la promo d'un album
servent à travailler l'image du groupe ou de l'artiste. Mais alors, en repensant à la réaction de Trent Reznor tout à l'heure, expliquant que l'album et la promo étaient un seul et même travail, on peut se poser sérieusement cette question. Est-ce que la mythologie et la persona de l'artiste ne font pas partie de son œuvre ? Est-ce que la musique de Björk ou de Prince aurait eu le même sens sans les personnages que ces artistes ont longuement façonnés ? Est-ce que le Wu-Tang aurait eu la même influence sans son lore inspiré des films de Kung-Fu ? Est-ce que les Residents auraient pris la peine d'enregistrer un seul disque s'ils n'avaient pas eu ce projet plus vaste derrière ? Et puis on a ici David Bowie qui est un parfait exemple de comment une variété d'albums, d'outfits, de performances, mis bout à bout, façonne un personnage et change drastiquement la perception qu'on a de ses musiques. C'est même pas une question de l'auteur, sa vie, son œuvre, bullshit. La moitié des tracks de Bowie, de toute façon, c'est autant Brian Eno que lui qui les a faites. La création est toujours collective. Le Bowie humain, mortel, celui qui s'est fait bolosser par les Razmoquettes et coucher avec des adolescentes, on s'en bat les reins. Mais le Bowie fictionnel, qui est mis en scène sur les pochettes, dans les concerts, dans les clips, dans Jump, il est indissociable de la musique qui a été publiée à son nom. C'est vrai même pour le plus secret et le plus reclus des artistes. Et plus tu te caches, plus on te regarde. Au 19e siècle, il y a un clampin qui s'appelait Isidore Ducasse et qui est mort dans la misère et l'indifférence. On sait pas qui c'était. Il nous reste rien de lui à part ses lettres à son banquier, 2 recueils de poèmes et le roman le plus dégueulasse jamais écrit jusqu'alors. Et bien, quand les surréalistes sont tombés dessus, le fait que ce roman ait été écrit par un parfait inconnu, si mystérieux, si obscur, ça lui a donné une aura monumentale. C'était comme si ce livre était sorti directement des tréfonds de l'humanité. Ils en ont fait le roman le plus influent chez les poètes du XXe siècle. Juste en n'existant pas, Isidore, sous le pseudonyme de Lautréamont, a complètement transformé la réception de son œuvre. Tout est une question de réception. Trent Reznor le sait très bien. Je veux dire, il a créé toute une mise en scène autour de Nine Inch Nails alors qu'au départ c'était juste lui tout seul, quoi. Tout ça pour faire la musique de Quake. Bref, Year Zero n'est pas juste une campagne de pub. C'est un chapitre déterminant dans une œuvre très vaste qui s'appelle Nine Inch Nails. Et il en va de même pour la plupart des CD-ROM obscurs dont on a parlé aujourd'hui. Préparez-vous parce qu'il n'en reste plus qu'un, mais avant d'y venir, il faut qu'on fasse un petit détour. On s'est un peu éloigné du sujet pour parler d'Year Zero, parce que c'est pas un jeu vidéo. Et là on va encore s'éloigner un peu plus, mais je vous jure que vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a une personne dont toute la carrière est comme une version plus poussée, plus complexe de Year Zero. Quelque chose qui aurait réussi sur le seul point où Year Zero a échoué, en se fondant complètement dans l'œuvre pour ne plus du tout être perçu comme une campagne de com', mais comme la transformation d'une artiste musicale en un gigantesque ARG. La première fois que Taylor Swift a caché des messages secrets dans ses albums, Year Zero n'était pas encore sorti. Au début c'était très rudimentaire, exactement le même système d'ailleurs que le t-shirt de Nine Inch Nails, sauf qu'elle avait 16 ans et qu'elle faisait ça toute seule, pas avec l'aide de la plus grosse boîte d'ARG du monde. Puis d'année en année, les puzzles se sont complexifiés. Taylor parle du processus comme d'un entraînement pour ses fans, qui petit à petit apprenaient à identifier des signaux de plus en plus ténus. Elle a développé avec eux toute une grammaire. C'est vraiment un échange ludique permanent par lequel elle annonce, parfois avec des années d'avance, toutes ses sorties, avec une précision chirurgicale. Et il y en a pour tous les niveaux. Dans une même vidéo, elle va cacher une multitude d'easter eggs, il y en a que n'importe quel fan pourra identifier très vite, et d'autres que des dizaines de millions de personnes travaillant obsessivement depuis des années n'ont toujours pas déchiffré. Il y a en plus de ça une véritable dimension communautaire, qui a toujours existé, mais qui a atteint un niveau assez extrême cette année avec le coffre-fort que Taylor avait caché sur sa page de recherche Google, et qui demandait aux gens de résoudre des énigmes. Après 33 millions de résolutions à travers le monde, le coffre allait s'ouvrir. Il a donc fallu que la commu se mobilise massivement. Ça a pris quelques heures à peine. Les énigmes musicales existent depuis longtemps. Il y a eu les syllabes solmisées de Josquin des Prés, les variations d'Edouard Elgar, les messages à l'envers des Beatles ou d'Electric Light Orchestra, mais Nine Inch Nails a voulu aller un peu plus loin, et Taylor Swift est allée beaucoup plus loin. Elle a réussi mieux que quiconque à donner aux gens le plaisir de participer, par le jeu, à un univers artistique. Elle a eu besoin pour ça ni de jeux vidéo, ni de CD-ROM multimédia, ni de 42 Entertainment. Et elle n'a pas eu besoin de distribuer des clés USB pendant ses concerts, ce qui était pas la partie la plus subtile de Year Zero. Elle a en quelque sorte ridiculisé la plupart des tentatives dont on a parlé aujourd'hui. Je veux plus parler de jeux vidéo en fait, c'est fini. Montrez-moi le truc le moins interactif possible.
vous commenciez à le voir venir. Vous avez senti sa présence. Brian Eno était dans la pièce avec nous depuis le début. On l'a teasé comme si c'était le boss de fin. Il a joué secrètement avec les Residents. Produit le meilleur album de Devo. Produit avec Laurie Anderson l'album dont est issu Puppet Motel. Il a travaillé plusieurs fois avec Peter Gabriel et apparaît dans son premier jeu, Explora One. Il a joué avec Mike Oldfield au Rainbow Theatre en 1974. Il a composé pour le film Dune dans lequel jouait Sting. Il a convaincu Radiohead de créer une chanson pour un album caritatif, et cette chanson, Lucky, a été le coup de départ de OK Computer. Il a travaillé avec Trent Reznor sur un son de Bowie, et il a d'ailleurs produit toute la trilogie berlinoise de Bowie, mais pas son CD-ROM. Un jour, Björk raconte qu'elle s'est endormie dans un sauna à Londres, et que quand elle s'est réveillée, Brian Eno était assis à côté d'elle, en train de lui raconter sa théorie selon laquelle chaque pays a une production musicale qui ressemble à son système politique. Björk a dit que c'était probablement juste un rêve. Après tout, Brian est une de ses principales influences, c'est normal de faire un rêve où ton producteur préféré vient t'expliquer une théorie musicale éclataxe. Tout ça n'est peut-être qu'un rêve. Comment est-ce que ce type pourrait être partout comme ça ? Icône du glam rock avec Roxy Music, pionnier de l'ambient dont il a défini le nom, figure clé dans le développement de la musique électronique, sound designer sur sport ? Non, c'est trop pour un seul homme. Et vous allez me dire que lui aussi a fait un jeu à la con alors ? Pas vraiment. Mais il a fait une chier d'appli par contre. Ainsi que le logiciel le moins interactif dont on va parler aujourd'hui. Pour finir en beauté. La technologie a toujours intéressé Brian. Il a fait beaucoup d'installations vidéo, notamment en VR. Il a fait la musique de démarrage de Windows 95 et pas mal de sons pour Nokia. Et il a aussi toujours eu une approche ludique de la création. En 1975, il a créé une technique créative, les Oblique Strategies, consistant à tirer au hasard dans un jeu de cartes une série de contraintes qui serviront de point de départ à n'importe quel projet créatif. Et de façon assez similaire, quand ils ont écrit Outside ensemble, Bowie faisait passer des textes dans un programme pour qu'il les découpe au hasard et leur file un cut-up zinzin avec lequel travailler. Alors forcément, quand vous mélangez le jeu et la vidéo, au bout d'un moment ça devrait donner quelque chose comme du jeu vidéo, je sais pas. Eh bien, en 2006, il a traduit en programme l'une de ses installations. Une installation qui continue de tourner aujourd'hui et a été projetée sur l'Opéra de Sydney en 2009. Ça s'appelle 77 Million Paintings. 77 millions, c'est pas le nombre d'énigmes à résoudre pour dévoiler les tracks du prochain album de Brian, c'est le nombre de combinaisons de vidéos et de musique qu'on peut générer avec ce software. Mais pour le coup, c'est pas du tout un jeu, c'est juste un économiseur d'écran très stylé. Par contre, Annabeth Robinson en a créé une version officielle dans Second Life. Est-ce que ça compte, ça ? Non, pour que Brian commence à faire des trucs un peu interactifs, il va falloir attendre 2008, et sa première collaboration avec Peter Chilvers. Peter Chilvers, il a notamment fait de la musique générative pour le jeu Creatures. Et avec Brian, ils ont fait de la musique générative. Ils ont même créé un site qui s'appelle Musique Générative, et entre 2008 et 2016, ils ont signé toute une série d'applis. Bloom, Trope, Scape, Reflection, qui sont, une fois encore, des électroplancton-like. J'aimerais vraiment que ce terme entre dans le langage courant, il a beaucoup à nous offrir. Mais il y a une de ces applis, Scape, qui a une différence importante avec Electroplankton. C'est que, certes, on y fait clairement quelque chose, et oui, ce quelque chose influence clairement la musique, mais on sait pas tout à fait comment. On contrôle pas la musique en fait, on crée quelque chose visuellement, et ce quelque chose sera pris en compte pour que la machine génère la musique. Ça a deux conséquences. D'abord, la musique est mieux que dans Electroplankton. Ensuite, parce qu'on peut pas vraiment rater, on est beaucoup plus enclin à agir librement, sans essayer de faire quelque chose d'harmonieux. On fait ce qui vient et on se laisse porter. Il y a vraiment moyen de partir très très loin. Pour moi, c'est dans ce genre d'initiative que reposait le réel intérêt de l'art génératif. On est à milieu du délire qu'on a essayé de nous vendre avec les IA en 2022. Pas de plagiat, l'expérience est conçue par une personne et expérimentée par une autre sans qu'aucun autre input n'ait été exploité. Et pour la même raison, ce qu'on nous sert, c'est pas une espèce de soupe insipide fabriquée en broyant et en mélangeant tous les poncifs les plus éculés sans aucun recul critique. Au contraire, c'est une soupe sur mesure, très précise. En vérité, elle est faite maison. Sa seule particularité, c'est qu'elle est jouable et infinie. Bref, ces applis sont tout à fait cool. Par contre, il en reste une qui est pas du tout interactive là, Brian, t'as essayé de nous avoir. Et c'est pour punir cette dernière pitrerie
cette dernière tentative par un artiste d'avant-garde de nous retirer la manette des mains, qu'on va parler, enfin, de vrais jeux vidéo. J'ai menti. Brian Eno n'était pas le boss final. Tsunku est principalement connu comme le manager de Morning Musume, l'un des groupes les plus populaires de l'histoire du Japon, et celui qui a placé le plus de singles dans le top 10 national. Le succès de Morning Musume est tout bonnement monstrueux, et ce raz-de-marée a formé toute une série d'autres groupes dans son sillage, tous managés par Tsunku, qui en est également le principal compositeur, parolier et producteur. En 2001, un jeu Morning Musume est sorti sur la PS2, Space Venus. Côté gameplay, il s'y passe rien de spécial, c'est un énième jeu de montage de vidéoclips, et côté narratif, on peut résumer la chose en disant que Morning Musume produit tellement d'énergie pendant ses concerts que l'humanité a décidé d'utiliser cette énergie pour alimenter des vaisseaux spatiaux et s'étendre à travers la galaxie. Plutôt délire. Mais c'est pas du tout ce jeu-là qui nous intéresse. Contrairement à toutes les personnes dont on a parlé aujourd'hui, Tsunku est à l'origine de ce que les gamers appelleraient un vrai jeu vidéo. Franchement interactif, amusant, populaire, on peut perdre, on peut gagner, c'est une publicité pour rien du tout, et personne sait qu'il a été signé par un artiste connu. Mais comment a-t-il fait? Vous vous souvenez quand Nintendo a dit non à Kanye West? Et vous vous souvenez quand Nintendo a dit non à Michael Jackson? Bien, entre ces deux moments, il y en a un où Nintendo a dit oui à un artiste musical connu, et c'était Tsunku. Et ensemble, ils ont créé, en 2006, la série Rhythm Tengoku. 4 jeux, 4 bangers, le premier sur GBA, les autres sur DS, Wii, 3DS, tous magnifiques, tous des hits. C'était tellement bon que les employés de Sega pouvaient pas s'arrêter de jouer et qu'ils sont venus proposer une adaptation arcade qui a elle-même très bien marché. Et le deuxième volet de la série a suffisamment cartonné au Japon pour que Nintendo US en fasse faire la promo par Beyoncé. Maintenant, ils sont référencés partout dans WarioWare et dans Smash. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Nintendo a dit oui à Tsunku? Pourquoi il n'y a pas des interviews et des vidéoclips cachés partout dans le jeu? Pourquoi il n'y a même pas un moment où on entre dans la tête de Tsunku? Eh bien, la différence entre Tsunku et MJ ou Kanye West, c'est que tandis que eux se sont présentés à Nintendo avec du storytelling, je sauve des enfants, ma mère rencontre Dieu, et il s'est pointé avec une idée de gameplay. Il est peut-être pas game designer, mais quand l'idée est bonne, elle est bonne. Son idée, c'était tout simplement « je veux un jeu de rythme auquel on puisse jouer sans regarder l'écran ». Et ça suffit. Il y avait déjà dans les studios une démo pour un jeu de rythme, chapeauté par Kazuyoshi Osawa, qui avait juste besoin de ce coup de pouce pour décoller. Tsunku est devenu producteur sur le projet, aux côtés de Yoshio Sakamoto, et il en a écrit les musiques. Voilà les mots magiques qu'il fallait dire à Nintendo. C'est quand la dernière fois que vous avez vu cette boîte développer un jeu à partir d'une histoire, d'une idée abstraite ou d'une fantaisie? Nintendo aurait jamais fait un jeu avec pour point de départ le divorce de Peter Gabriel, l'histoire des freak shows ou un complot pharmaceutique. Leur méthode, le plus souvent, c'est de partir d'une micro-mécanique forte, souvent quelque chose qui pourrait avoir l'air d'un détail, et de la développer. Pour construire l'expérience à partir de ça. Ensuite, éventuellement, on va broder une histoire, généralement à chier sur les murs, il faut se l'avouer, mais l'important, c'est que ce que tu vas faire pendant tout le jeu, ce soit agréable. Alors c'est ce qu'on appelle l'approche bottom-up. On commence par un détail très concret, et petit à petit, on va vers les notions plus générales et abstraites. Tandis que l'approche top-down, ça va être partir d'une idée, la musique c'est comme la nature, ou un univers, c'est la street, et essayer de trouver des modes d'interaction qui permettent d'approfondir cette idée ou cet univers. Pour mieux explorer la différence entre les deux, j'ai un exemple gravissime. On vient de parler de Rhythm Tengoku, c'est-à-dire le paradis du rythme, mais saviez-vous qu'il existe un jumeau maléfique à ce jeu, Groove Jigoku, c'est-à-dire l'enfer du groove? Ça ressemble à une parodie de mauvais goût, mais ce qui est vraiment démoniaque, c'est que ce jeu-là est sorti 8 ans avant Rhythm Tengoku, sur PS1. Et pour le coup, faisons un jeu de rythme en enfer, faisons un jeu de rythme sur la mort, faisons un jeu dans lequel tu commences par mourir écrasé par une chariote du diable et ensuite le diable te torture en te filant des jobs précaires et répétitifs, c'est des concepts abstraits, à partir desquels il a fallu ensuite développer un gameplay. Donc non content d'être une proposition inverse à celle de Rhythm Tengoku, ce jeu s'est aussi construit complètement dans l'autre sens. On tient notre exemple, mais maintenant j'ai envie d'en savoir plus quand même. Qui a fait ça? Qui a pu faire une chose pareille?
Vous l'aviez deviné, c'est encore un artiste musical. Denki Groove, dont est tiré le nom Denki Groove Jigoku. Et l'un de ses membres en particulier va beaucoup nous intéresser, Masanori Pierre Taki. Que dire sur Pierre? Il a joué dans Yakuza, Shin Godzilla, Attack on Titan. Il avait aussi fait la voix japonaise d'Olaf dans La Reine des Neiges, mais il a été effacé de quasiment tous ses rôles après avoir été condamné à 8 mois de prison pour consommation de cocaïne. À ce stade de la vidéo, pour être honnête, je suis même plus surpris, c'est devenu banal. Bref, Pierre a pas fait Groove Jigoku tout seul, il était simplement producteur. Le jeu fait d'ailleurs partie d'une série d'expériences signées par Opus, Sweepstation, avec d'autres exercices très intéressants, Fluid et Big Planet Music. Non, ce qui nous intéresse particulièrement avec Pierre Taki, c'est qu'il est devenu directeur par la suite, sur 2 autres jeux. Work Time Fun est basiquement une adaptation de Groove Jigoku sur PSP. Mais The Last Guy, sorti en 2008 sur PS3, est plus intéressant parce qu'il n'a aucun rapport avec le rythme, la musique ou le groupe de Pierre. C'est un jeu dans lequel on doit guider les habitants d'une ville attaquée par des zombies pour les emmener en sûreté. Et c'est un très bon jeu, terrifiant une fois encore, mais très très bon et moins nihiliste. Et contrairement à Work Time Fun, qui était adapté du concept général de Groove Jigoku, celui-ci a été développé à partir d'un de ses mini-jeux. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le premier jeu de Pierre qui se soit construit à partir d'un élément de gameplay. Son premier jeu bottom-up donc, et aussi son premier bon jeu. C'était une très longue digression, mais le but au départ c'était juste d'expliquer la différence entre top-down et bottom-up. Tout au long de cette vidéo, on a pu observer plusieurs choses sur cette opposition-là. La première, c'est que si tu proposes à quelqu'un qui vient pas du JV de te pitcher un jeu, 9 fois sur 10, sa proposition sera plutôt un contexte qu'une mécanique. Je veux faire un jeu dans un monde dystopique, où l'art est interdit. Je veux faire un jeu dans un manoir avec des stripteaseuses. Je veux faire un jeu dans une soucoupe volante qui se serait crashée sur le Victoria and Albert Museum. Deuxièmement, cette façon de faire semble efficace pour créer des identités visuelles fortes, des mises en scène expérimentales, des discours sur les médias qu'on utilise, mais presque rien qui soit agréable à jouer. Je me suis toujours demandé pourquoi à cette période, les projets de JV les plus aboutis esthétiquement, les plus audacieux, les plus réfléchis dans leur scénographie, ceux qui arrivaient à attirer des artistes visuels ou sonores exceptionnels pour construire des atmosphères hors du commun, c'était souvent des point and click ultra rigides, avec une UX complètement éclatée même pour les années 90. Le genre de truc dont tu préfères regarder un long play parce que tu n'auras jamais le courage d'y jouer vraiment. Aujourd'hui, je pense avoir ma réponse. Sans la simplicité du point and click, ces jeux-là n'auraient probablement jamais existé. Le principe de ce genre tient en 2 idées. C'est un espace, et tu peux interagir avec. Non seulement ça rend la création de jeux accessible à tout un tas de gens qui n'ont jamais tenu une manette de leur vie, mais en plus c'est un format qui peut se plier à n'importe quelle idée abstraite. Si tu développes un FPS, un beat'em all ou un jeu de baston, tu vas probablement devoir l'emballer dans une sorte de conflit. Si tu développes un puzzle game, tu vas probablement avoir beaucoup de mal à l'emballer dans quoi que ce soit. Mais le point and click, en revanche, c'est un caméléon. En fait, il n'est pas simplement un genre vidéoludique, il est un outil qui permet de créer des expositions, des fictions interactives, des tableaux vivants, des visites en carta, et même des bonus de DVD. Alors je crois pas du tout que ces expériences soient ratées. Elles sont juste très différentes de Rhythm Tengoku. Je sais pas vous, mais ça faisait un bail que j'avais pas vu autant de choses vraiment surprenantes dans des jeux vidéo. Et on n'y aurait probablement jamais eu droit si on avait laissé le game design au game designer. Attendez. Maintenant que j'y pense, là, Miyamoto il vient du design industriel au départ. Et son rêve de jeunesse c'était pas du tout de faire des jeux vidéo, les mangas c'était mieux. Il a même dit à Jim Henson que son vrai rêve c'était de faire des marionnettes en fait. Aonuma pareil, études de design et ensuite il fabriquait des karakuri. Sakamoto, études d'art. Koizumi voulait faire du cinéma. Nintendo c'est devenu synonyme de gameplay first, mais aucun de ses responsables créatifs n'est un gamer en premier lieu. Aucun ne s'est formé pour le jeu vidéo, le multimédia ou l'informatique. Ils en avaient même rien à secouer en fait. Tous sont arrivés avec d'autres aspirations, d'autres influences, d'autres compétences techniques. C'était évident qu'ils auraient pas de préjugés contre Tsunku, ni contre Toshio Iwai d'ailleurs, qui a fait Electroplankton avec eux, et qui lui-même est avant tout un artiste contemporain. En fait, ils ont réussi à nous le faire oublier en adaptant parfaitement leur philosophie créative au format qui est devenu le leur,
Mais au départ, ils sont pas différents de tous les autres zigotos qu'on a vus aujourd'hui. Ils étaient juste moins connus, quoi. En fait, la seule chose qui rend les personnages dont on a parlé aujourd'hui un peu marginaux dans le monde du jeu vidéo, c'est qu'ils sont en premier lieu connus comme musiciens. Et donc la création de leur jeu est perçue comme un à côté, une lubie. Mais en vérité, des développeurs qui sont aussi musiciens, il y en a des tas. Kenji Eno, est-ce qu'il aurait eu l'idée géniale de créer en 97 Kaze no Regret, un jeu sans images destiné aux malvoyants, s'il n'avait pas été aussi un musicien avec une sensibilité particulière pour le son? Est-ce que Undertale aurait eu le succès qu'on lui connaît sans la musique que Tommy Fox a composée pour son propre jeu? Les exemples sont nombreux, mais à titre personnel, j'ai choisi mon petit préféré. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Brian Eno n'était pas le boss final de la vidéo? J'ai pas non plus dit que ce serait Tsunku, ni même son jumeau maléfique Pierre Taki. Bonus stage. Le seul musicien pas connu qui aura son propre segment dans cette vidéo. Pour la simple et bonne raison qu'on a déjà parlé 2 fois de lui aujourd'hui. Osamu Sato était musicien avant d'être créateur de jeux vidéo. Et comme Mike Oldfield, comme Tetsuya Komuro, il a créé une expérience dans laquelle on ne fait qu'explorer un monde ésotérique en 3D. Le culte LSD Dream Emulator. Comme David Bowie et les Residents, il a créé un jeu dans lequel on est un esprit nomade, voyageant de corps en corps à la recherche d'une vérité supérieure. The Lost Souls of Tongnu. Comme Peter Gabriel, il a créé un jeu dans lequel un visage devient un puzzle. Chuteng. Comme Queen, il a créé une aventure située dans un univers de science-fiction. Planet Tokyo. Comme Divo et Laurie Anderson, il a créé des jeux d'aventure totalement habitables, les 2 Roly-Polies. Comme Brian Eno, Radiohead et Björk, il a créé des applications tout aussi baroques. Maru Sankaku Shikaku, Pocket Montage et Kimokawa. Et comme Tsunku, il a créé un jeu de rythme. Mais c'est le seul rapport, et c'était certainement pas chez Nintendo. Osamu Sato a exploré la quasi-totalité des sujets dont on a discuté aujourd'hui. Espace, ésotérisme, identité, incarnation, synesthésie, et surtout musique. Il a toujours composé la musique de ses jeux, et elle a toujours été expérimentale. LSD contient plus de 400 pièces agencées dans un système musical complexe. Il a remixé ses soundtracks, les a faites remixer par d'autres, en a fait des disques, en a fait des lives, les a accompagnés de visuels qu'il a conçus lui-même, toujours dans le style qui a rendu ses jeux si mystérieux. Osamu Sato n'a jamais cessé d'être musicien. Son œuvre musicale et son œuvre vidéoludique ne font qu'un. Il a réussi tout ce qu'on a entrepris aujourd'hui. Explorer le nouveau monde, fondre 1000 formes artistiques en une seule jusqu'à ce qu'elles deviennent indissociables, devenir une abstraction totale, un mythe après lequel Internet ne cesse de courir, produire une œuvre qui n'aurait jamais pu exister autrement que dans le jeu vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous êtes comme moi, vous vous souvenez à peu près de rien. En plus, on a tout raconté dans le désordre, donc je pense qu'il est grand temps de se faire un petit récap chronologique pour y voir un peu plus clair. Les premiers jeux de musiciens datent des années 80. Journey arrive en tête, avec 2 jeux, en 82 et 83, mais il faut attendre 90, avec les différents jeux Moonwalker de Michael Jackson, pour qu'un artiste musical s'implique sérieusement dans le design d'un jeu à son nom. Le deuxième sera Peter Gabriel, qui pose en 93 les codes du CD-ROM autobio-ésotérico-encyclopédique, avec Explora One. Il est suivi en 94 par Prince et par David Bowie, mais les Residents font cette année-là une contre-proposition avec Freak Show, qui a la particularité d'être une fiction, créée par un groupe, mais pas centrée sur ce groupe. Ils remettent le couvert en 95, avec Bad Day on the Midway, et Laurie Anderson leur emboîte le pas avec Puppet Motel, pendant que les Rolling Stones proposent leur Voodoo Lounge et Motorhead leur Beat'em Up misérable. 95 c'était freestyle complet donc, on a eu de tout. Mais 96 est beaucoup plus unifié puisque c'est une année résolument ésotérique. Peter Gabriel fait un retour en force avec Eve, Sting signe All This Time, et Tetsuya Komuro prend une direction complètement différente avec l'indescriptible Gobble Screen. Mais attendez, j'ai oublié, il y avait aussi Divo en 96. À ce stade, il s'est déjà passé beaucoup de choses, mais Queen the Eye apparaît en 97 et déclare être le premier jeu vidéo artistique de l'histoire. C'est tellement la honte que tout le monde préfère s'abstenir l'année suivante, sauf Pierre Taki qui sort son Anti-Rhythm Paradise. On se réserve pour 99, grosse année, où voit le jour le jeu d'aventure Planet Dob, le jeu de baston en arène Wu-Tang Shaolin Style, le raid shooter Headhunter, et le jeu d'action multicasquette Omicron The Nomad Soul.
Vous l'avez compris, le règne du CD-ROM multimédia est terminé. Cette année-là, on est clairement plutôt passé du côté jeu vidéo de la force. À partir des années 2000, il y aura beaucoup de sorties commerciales dont on n'a pas parlé parce qu'elles n'impliquaient pas du tout les artistes et étaient généralement sans intérêt. On a quand même parlé de Space Venus Morning Musume, sorti en 2001, parce que son histoire était marrante. Mais les choses sérieuses recommencent en 2002 avec Tres Lunas, l'expérience mystique de Mike Oldfield. Il remet ça en 2004 avec Maestro, une version plus centrée sur les fonctionnalités online. En 2003 et 2004, on fête aussi l'arrivée des 2 premiers jeux Def Jam et de leur casting All-Star. 2005, 50 Cent se met en scène en héros d'action dans Bulletproof. 2006, Tsunku prend tout le monde par surprise avec Rhythm Tengoku. C'est aussi l'année où Brian Eno sort son économiseur d'écran 77 Million Paintings, mais il entrera vraiment dans le game en 2008 avec une série d'applis qui se poursuivra jusqu'en 2016. 2007, Nine Inch Nails révèle son ARG Year Zero. 2008, Pierre Taki prend sa revanche avec The Last Guy. 2009, 50 Cent revient. 2011, Björk crée la série d'applications synesthésiques Biophilia. Radiohead fait de même en 2014 avec Polyphona. Kanye West annonce en 2016 un jeu qui sortira jamais. Soulja Boy présente en 2018 puis en 2021 une console à son nom qui est juste une espèce de dropshipping éhonté. Le type avait déjà un nom de console mais trouve quand même le moyen de rater son marketing et c'est un véritable désastre. Bref, en 2018, Iron Maiden revient avec Legacy of the Beast, puis notre série s'achève, pour l'instant, avec l'exposition Kid Amnesia de Radiohead en 2021 et l'expérience VR de Laurie Anderson et Xin-Chen Huang, To the Moon, en 2022. Allez, en 2023, Taylor Swift sort son coffre secret sur Google, mais en vrai l'ARG Taylor Swift il date de 2006 quoi. J'ajoute qu'on n'a pas inclus Sato dans le récap, pas juste parce qu'il est un peu spécial, mais aussi parce qu'il a quasiment sorti des jeux tous les ans, entre 1994 et 2000. 2 remarques. D'abord, ça fait beaucoup de monde, et ensuite, il y en a encore plein dont on n'a pas parlé. X-Japan, les Spice Girls, Yellow Monkey, les Black Eyed Peas, ABBA, Britney Spears, la liste est interminable. Mais aujourd'hui, on voulait surtout parler des cas où les artistes avaient directement participé. Ou alors il fallait que le jeu soit suffisamment bizarre. Par exemple, X-Revolution et Psycho Circus, ils sont très bien, mais ce sont des jeux normaux sur lesquels on a collé Aerosmith et Kiss un peu au dernier moment. Et à part ça, beaucoup de ces autres exemples étaient des jeux de musique, nous mettant dans la peau du groupe. Il y a des tentatives marrantes, comme Stolen Song de Tomoyasu Otei, qui se présente comme un jeu d'aventure sauf que toutes les interactions sont des mini-jeux de rythme. Mais dans l'ensemble, ça reste faire semblant d'être l'artiste. Comme on l'a vu, c'est vraiment pas la même chose que d'essayer de traduire l'univers ou l'énergie d'un artiste et de sa musique en quelque chose de complètement différent. Bref, maintenant qu'on a cette liste, on en fait quoi ? Je propose un gros jeu de baston dont tous ces gens seraient les persos jouables. Il y a clairement une tier list qui se dessine avec différents playstyles qui ont tous leur goat. Tsunku l'emporte haut la main dans la catégorie fun. Il est le seul à avoir pu résoudre notre dramatique arc Nintendo. Brian Eno est en tête dans la catégorie collab puisqu'il est lié d'une manière ou d'une autre à pas moins de 10 autres persos. Osamu Sato règne en maître sur la catégorie touche à tout puisqu'il a montré qu'il était capable d'imiter, voire même de prédire les moves de tous les autres. Taylor Swift a tout simplement roulé sur la catégorie pas de jeux vidéo. Beaucoup ici ont fait un effort pour créer quelque chose qui soit pas vraiment un jeu, mais elle en a pas fait du tout. Et sa fanbase est quand même la seule qui s'amuse. Donc ça c'était le tiers méta avec tous les boss finaux de la vidéo. Maintenant, s'il fallait faire un tiers S avec des gens qui étaient vraiment dans le thème et ont fait des merveilles, ça donnerait Björk dans la catégorie synesthésie, Peter Gabriel dans la catégorie autofiction, les Residents dans la catégorie multimédia, Radiohead dans la catégorie c'est comme le musée d'art contemporain mais en mieux, et Mike Oldfield dans la catégorie qu'est-ce que c'est que cette merde ? Félicitations. Le reste de la tier list, comme le veut la tradition, on le fait, mais on n'en parle surtout pas. Le récap c'est fait, la tier list c'est fait. Qu'est-ce qui manque ? Ah oui c'est vrai, il faut arrêter de procrastiner et faire une vraie conclusion. Pourquoi toutes les stars des 90s voulaient à tout prix créer des jeux vidéo étranges ? Plusieurs réponses. Pour explorer un monde créatif qui leur semblait complètement nouveau. Pour donner vie à un univers esthétique. Pour renforcer leur mythe. Pour renforcer leur lien avec leur public. Pour prolonger et approfondir leur création musicale. Pour rigoler. Pour faire quelque chose d'un peu plus original qu'un documentaire.
pour apprendre la musique aux gens, pour voir ce que ça fait, pour se remettre d'un divorce, pour faire quelque chose d'un peu plus pratique qu'une installation, pour l'argent, pour réunir plusieurs formats artistiques en un seul, pour le kiff, pour le style, pour aucune raison, pour plonger les gens dans les profondeurs de nos pensées les plus obscures, pour laisser une trace, pour devenir, une fois encore, quelqu'un d'autre. Il y a 1000 raisons de faire des jeux, et 1000 façons de faire des jeux. Et c'est ce dernier point qui sera mon principal takeaway après toutes ces expériences. Elles étaient toutes uniques, drôles, fascinantes. Et elles ont existé parce que des gens qui avaient aucune idée de comment on fait un jeu ont décidé d'en faire quand même. Pour moi, le résultat valait clairement le voyage. Mais la presse JV a couvert ces gens d'insultes. Pourquoi ? On peut avoir une idée très restreinte de ce que c'est qu'un jeu vidéo. La différence entre ce format créatif et les autres est souvent fantasmée, que ce soit par les gens qui le détestent ou ceux qui veulent le garder pour eux tout seuls. En particulier, on a décidé que le jeu vidéo se distinguait par son interactivité, et donc que pour faire un bon jeu, il fallait mettre cette interactivité en avant. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par interactivité ? Est-ce que vous vous souvenez de ce que disait Michael Nash ? Que tous les médias sont interactifs. C'est une position qu'on défendait déjà dans notre toute première vidéo il y a 9 ans, et on n'en démord pas en fait. Toute œuvre ne vit que dans son contact avec le public, et c'est en grande partie le public qui la façonne. 2 parties de jeu ne se ressemblent pas. C'est pour ça qu'on fait des lives sur Twitch. 2 interprétations d'une pièce ne se ressemblent pas. C'est pour ça que le théâtre existe encore. 2 lectures d'un texte ne se ressemblent pas. C'est pour ça que de la Bible au fanfic, en passant par la fausse traduction de Dracula qui a fait passer ce roman pour une satire érotique pendant des décennies en Suède et en Islande, on continue de transformer inlassablement les mêmes histoires. Tous les médias sont interactifs parce que l'interactivité ne se limite pas à devenir le héros, contrôler le héros, customiser le héros. L'interactivité est une rencontre. Et c'est exactement ce que proposent tous ces jeux. Ce sont des invitations à entrer en communication directe avec les pensées, l'imaginaire, l'univers créatif de quelqu'un. Le jeu vidéo n'a pas du tout inventé ce miracle, mais pendant ces quelques années, des dizaines d'artistes, parmi les plus accomplis de leur génération, ont été convaincus qu'il était le meilleur moyen de le réaliser.